Il possédait des milliers d'hectares, des centaines de têtes de bétail et plus d'argent que la plupart des hommes de la région n'en verraient en 3 vies. Mathieu Valois avait bâti un empire à partir de rien, pour finalement perdre la seule chose qui comptait vraiment à ses yeux. Puis, un soir de tempête, une femme silencieuse au passé brisé s'est présentée à sa grille et il a commis l'erreur de la laisser entrer. Elle n'a rien demandé. Elle ne s'est pas expliquée. Elle s'est contentée de travailler, d'attendre, et petit à petit, elle a transformé sa forteresse vide en un véritable foyer. Mais l'homme qui détenait son passé n'en avait pas fini avec elle. Et quand il a surgi avec des documents officiels et un sourire glacial, Mathieu a découvert que toute sa fortune ne pouvait pas protéger la seule personne qu'il s'était enfin autorisé à aimer. Que se passe-t-il quand l'homme le plus riche des montagnes décide que certains combats valent la peine de tout perdre? Restez jusqu'au bout, car le prix à payer sera plus lourd que vous ne l'imaginez. Si cette histoire vous touche, cliquez sur j'aime et dites-moi de quelle ville vous nous suivez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où ce récit voyage. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer la suite. La neige a commencé à tomber avant la tombée de la nuit, ce qui signifiait que la situation serait critique d'ici minuit. Mathieu Valois se tenait à la fenêtre de son bureau, observant les premiers flocons cingler le carreau de biais, poussés par un vent qui forçait depuis midi. Il connaissait ce genre de tempête. Il avait grandi au milieu d'elle, y avait perdu du bétail, et avait même dû enterrer 1 ou 2 ouvriers agricoles surpris par le blizzard sans abri. Les hivers ici, sur les plateaux de l'Aubrac, ne négociaient pas. Ils arrivaient, prenaient ce qu'ils voulaient, et repartaient une fois leur œuvre achevée. Il quitta la fenêtre pour retourner à son bureau. Le registre devant lui affichait ce qu'il affichait toujours. Des chiffres qui auraient dû le faire vibrer, mais qui ne lui inspiraient rien. Le domaine Valois avait réalisé son meilleur bénéfice en 6 ans lors de la dernière saison. 412 têtes de bétail vendues à Lyon, 3 contrats signés avec les chemins de fer. Un nouveau bâtiment d'élevage terminé avant les premiers froids. Selon tous les critères qu'un homme de cette région utilisait pour se juger, Mathieu Valois réussissait de manière extraordinaire. Il referma le registre sans même marquer sa page. Le bureau était chaleureux, éclairé par 2 lampes à huile et un feu que sa gouvernante, Marguerite, avait alimenté avant de se retirer dans ses quartiers pour la soirée. La pièce sentait le pain et le vieux cuir, cette odeur particulière d'une maison récemment nettoyée, mais qui n'avait pas été vraiment habitée depuis longtemps. Mathieu avait des livres sur ses étagères qu'il n'avait pas ouverts depuis 3 ans. Il avait un fauteuil près du feu où il ne s'asseyait jamais. Il y avait un portrait de lui à 32 ans sur le mur, peint par un artiste de passage à Clermont-Ferrand, et parfois, il le regardait sans reconnaître l'homme qui lui rendait son regard. Il en avait 38 aujourd'hui. Il se servit un fond de whisky et ne le but pas. Il resta debout au centre de la pièce, écoutant le vent s'acharner sur la toiture, et il ne pensa à absolument rien, une compétence qu'il avait perfectionnée par-dessus toutes les autres au cours des 4 dernières années. C'est alors qu'il entendit la cloche à la grille. Son régisseur, un homme solide, nommé Rémi Duchamp, le trouva dans le couloir en train d'enfiler son manteau. « J'y vais », dit Rémi. C'était un colosse de 45 ans, avec des mains comme des pelles et une façon de parler qui ne gaspillait aucune syllabe. La tempête devient méchante dehors. J'ai entendu la cloche. Ça pourrait être des voyageurs perdus sur la route de montagne, ou des ennuis. Ça pourrait être les deux, répondit Mathieu en vissant son chapeau sur sa tête. Ils sortirent ensemble dans un froid qui leur mordit immédiatement les oreilles. La neige tombait maintenant par rafales épaisses, et les torches le long de la clôture vacillaient, projetant des ombres mouvantes à travers la cour. 2 ouvriers étaient déjà à la grille, lanterne à la main. Quand Mathieu fut assez près pour voir ce qui attendait de l'autre côté, il s'arrêta net. Un homme à cheval, vieux ou du moins assez usé pour le paraître, portait un manteau bien trop léger pour le temps. À ses côtés, sur une monture qui semblait à bout de force, se tenait une femme. Elle restait droite en selle, d'une manière qui semblait lui coûter un effort immense. Son manteau était sombre, simple et trop fin pour la nuit. Son visage était légèrement détourné du vent, et même dans cette pénombre, Mathieu voyait qu'elle n'était pas équipée pour voyager dans de telles conditions. Elle ressemblait à quelqu'un qui était parti précipitamment, attrapant ce qui lui tombait sous la main. « Ouvrez la grille », ordonna Mathieu. Rémi hésita une demi-seconde, sa façon à lui d'enregistrer une opinion qu'il savait préférable de taire, puis il fit signe aux hommes. Le portail pivota vers l'intérieur. Le vieil homme descendit de cheval avec la raideur prudente de celui qui a les articulations rouillées et trop de kilomètres dans les jambes. Il mena sa bête à l'intérieur tandis que la femme restait en selle. De près, Mathieu vit que l'homme avait les cheveux blancs, presque jaunis aux tempes, et des yeux qui possédaient cette clarté particulière de celui qui a eu froid pendant longtemps et qui choisit de ne pas le montrer. « Je m'appelle Arlon », dit le vieil homme. Il ne tendit pas la main, soit à cause du froid, soit parce qu'il lisait le visage de Mathieu et jugeait que ce n'était pas le moment.
Je suis prêtre du côté de Gap. Voici Evelyne Morel. Nous sommes sur la route depuis ce matin et je dois vous demander l'asile pour la nuit. Pour nous deux. Mathieu regarda la femme. Elle fixait la maison, pas lui. La maison comme si elle évaluait quelque chose, ou comme si la vue d'une bâtisse solide et chaleureuse demandait un instant pour être assimilée. Son visage était immobile, ni effrayé, ni plein d'espoir, juste très soigneusement composé, à la manière de quelqu'un qui a appris à ne jamais laisser ses expressions trahir ses pensées. « Descendez de cheval », lui dit Mathieu. Elle le regarda alors. Ses yeux étaient sombres, directs, et il y avait quelque chose en eux qu'il ne parvint pas à nommer durant la seconde où leurs regards se croisèrent avant qu'elle ne se détourne. Elle mit pied à terre sans aide, atterrit dans la neige et resserra son manteau autour d'elle d'un geste précis, dénué de tout sentiment, comme quelqu'un qui gère un problème technique. « Où allez-vous » demanda Mathieu au prêtre. Vers l'est, du côté de Brioude, finit par répondre Arlon en retirant ses gants, regardant déjà vers la maison avec une gratitude qu'il tentait de modérer pour garder sa dignité. Nous avons été surpris par le temps. Je ne pensais pas que ça tournerait aussi vite. Personne ne le pense jamais. Mathieu regarda de nouveau la femme. Et elle, Arlon jeta un coup d'œil à Evelyne. Quelque chose passa sur son visage que Mathieu ne put déchiffrer. Mademoiselle Morel a besoin d'un endroit où passer l'hiver. Elle n'a plus de famille et aucun foyer où retourner. J'ai essayé de lui trouver une situation convenable. Il marqua une pause. On m'a dit que vous preniez parfois de l'aide pour la maison. Qui vous a dit ça? Un homme à Saint-Flour. Je ne sais pas quel homme à Saint-Flour se permet de parler de mon personnel, dit Mathieu, mais il n'avait pas ma permission pour le faire. Arlon soutint son regard sans ciller. Je comprends, et je ne suis pas ici pour vous forcer la main. Je vous le demande. C'est différent. La neige tombait drue entre eux. Mathieu observa à nouveau la femme. Elle n'avait pas dit un mot. Elle se tenait debout dans la poudreuse, les bras légèrement croisés contre le froid, fixant un poing quelque part derrière l'épaule de Mathieu. Quoi qu'elle pense, c'était entièrement privé. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui espère. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait cessé d'espérer et qui attendait simplement de voir ce qui allait se passer ensuite. Marguerite vous installera tous les deux dans les chambres d'amis pour la nuit, trancha Mathieu. Nous discuterons demain matin. Cette nuit-là, il ne dormit pas bien. C'était rare qu'il dorme, et il avait fini par ne plus s'en soucier. Il resta allongé dans le noir à écouter la tempête se jeter contre les murs de la maison. Il pensait à cette femme debout dans la neige, à son immobilité particulière, à la façon dont ses yeux avaient été directs pendant exactement une seconde avant de fuir. Il se leva à 5 heures, s'habilla dans l'obscurité et descendit à la cuisine où Marguerite allumait déjà le fourneau. Marguerite Lefebvre travaillait pour lui depuis 11 ans, bien avant la mort de sa femme. Elle était l'une des 2 ou 3 personnes au monde qui ne changeaient pas de comportement en sa présence, ce qui lui évitait bien des agacements. Le prêtre ronfle, dit-elle sans se retourner. La femme, elle, ne fait pas un bruit. Vous lui avez parlé? J'ai essayé. Elle a hoché la tête. Elle semble tout comprendre. C'est juste qu'elle... Marguerite marqua une pause, choisissant ses mots avec le soin qu'elle y mettait toujours. Elle ne parle pas. Pas un mot. Mathieu se servit un café. Pas du tout. Peut-être qu'elle ne peut pas. Peut-être qu'elle ne veut pas. Je ne saurais vous dire. Il resta à la fenêtre de la cuisine, son café à la main, observant la neige. La tempête avait fait ce que font toujours les tempêtes de ce genre. Elle s'était épuisée pendant la nuit, laissant le monde blanc, figé et terriblement silencieux. Les montagnes au loin étaient invisibles derrière des nuages bas. Il y avait au moins 20 centimètres dans la cour. Elle peut rester, dit-il. Marguerite se tourna vers lui. Jusqu'au printemps, précisa-t-il. Après, on verra. Monsieur Valois, elle peut vous aider pour la maison, faire ce qu'elle pourra. Il finit son café. Dites au prêtre qu'il peut reprendre la route aujourd'hui si le temps se maintient. Et dites-lui que je le remercie. Marguerite resta silencieuse un moment. Vous êtes un homme compliqué, finit-elle par dire. On me le dit souvent, répondit-il avant d'aller retrouver Rémi. Arlon partit après le petit déjeuner. Il trouva Mathieu dans la cour, lui serra la main et dit « Elle a traversé beaucoup d'épreuves, monsieur Valois. Plus que ce que la plupart des gens pourraient supporter. Je vous demande de ne pas l'oublier. » Puis il regarda Mathieu comme les prêtres regardent les hommes dont ils ne sont pas sûrs, monta sur son cheval et partit vers l'est dans l'immensité blanche. Evelyne le regarda partir depuis le perron. Elle resta là, immobile, même après que le cheval eut disparu derrière la crête. Mathieu l'observait depuis la clôture. Puis elle fit demi-tour et rentra sans un regard pour lui. Rémi apparut aux côtés de Mathieu. « Vous êtes sûr de votre coup ?»« Non. » Rémi hocha la tête comme si c'était une réponse tout à fait raisonnable et se dirigea vers la grange. Les 2 premières semaines furent étranges. Evelyne se déplaçait dans la maison comme l'eau trouve son niveau, calmement, efficacement, sans jamais s'annoncer. Elle aidait Marguerite en cuisine sans qu'on le lui demande, apprenant la routine en observant, puis s'y joignant tout simplement. Elle nettoyait des pièces qui n'avaient pas été touchées depuis 2 ans.
Elle réorganisa le garde-manger de telle sorte que tout devienne trouvable, ce que Marguerite qualifia de petit miracle. Elle faisait tout cela sans dire un mot. Elle avait une façon de communiquer qui n'était pas vraiment la langue des signes, mais quelque chose de proche. Des gestes précis, des regards appuyés, l'utilisation minutieuse de son visage pour transmettre les informations que les autres confiaient aux mots. Marguerite s'y adapta plus vite que Mathieu ne l'aurait cru. Il les entendait parfois dans la cuisine, Marguerite parlant normalement et Evelyne répondant par son silence, et la conversation semblait fonctionner. Il restait à l'écart. Il se disait que c'était pour ne pas la mettre mal à l'aise, et c'était en partie vrai, mais c'était aussi parce que la façon dont elle occupait sa maison perturbait ses habitudes d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il lui fallait du temps pour comprendre ce qu'il devait en penser. Elle faisait toujours quelque chose. C'était la première chose qu'il remarqua. Il était habitué à une maison où les gens passaient d'une tâche à l'autre par une routine épuisante, et où les choses nécessaires restaient souvent en suspens pendant des semaines par manque d'énergie. Evelyne voyait un problème et le résolvait sans drame, sans attendre qu'on lui demande. La planche mal fixée sur l'escalier arrière qui bougeait depuis 2 hivers reçut un clou dès son 3e jour. Le hangar qui avait une petite fuite fut réparé avec un morceau de toile goudronnée le 5e jour. Elle faisait ses choses avec les outils de la grange, sans en parler à personne. La seule preuve, c'était que le problème n'en était plus un. « Où a-t-elle appris à faire ça ?» demanda Mathieu à Marguerite. « Je n'en ai aucune idée », répondit Marguerite. « Mais elle sait ce qu'elle fait. » La deuxième chose qu'il remarqua, ce furent les animaux. Le domaine avait un chien, un vieux chien de berger nommé Cap, qui appartenait à un ouvrier mort de la fièvre 2 étés plus tôt. Il errait sur la propriété depuis, toléré mais sans qu'on s'en occupe vraiment. Une semaine après l'arrivée d'Evelyne, Cap dormait au pied de son lit. 2 semaines plus tard, il la suivait partout dans la maison, et ses côtes étaient moins saillantes. Elle passait aussi du temps à la grange avec les chevaux. Mathieu l'apprit parce que Rémi le mentionna, perplexe, un soir. « Elle est là-bas avec le hongre-bail », dit Rémi. « Celui qui a un problème à la jambe. Je n'ai rien dit parce qu'elle ne cause pas de soucis, mais je pensais que vous devriez le savoir. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui ? Elle s'assoit juste près de lui, la plupart du temps. Parfois, elle pose sa main sur sa jambe. J'ai regardé hier, et je crois que ça va mieux, en fait. » Rémi dit cela comme s'il rapportait un fait qu'il avait décidé d'accepter plutôt que de perdre son temps à en douter. Mathieu se rendit à la grange lui-même ce soir-là, assez tard pour penser qu'elle n'y serait plus, mais elle y était. Elle était assise sur une botte de foin à côté du box du hongre, une lanterne posée près d'elle. Elle avait une main sur l'encolure du cheval, et l'animal se tenait la tête basse, dans une posture de calme absolu. Elle l'entendit entrer et leva les yeux. Ils se regardèrent un moment. « Je ne vous empêche pas de continuer, dit-il. » Ce n'était pas ce qu'il avait prévu de dire, mais c'était la vérité. Elle soutint son regard pendant 2 ou 3 secondes. Ce même regard direct qu'elle lui avait lancé dans la neige, bref et clair, puis elle reporta son attention sur le cheval. Il resta plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il s'assit de l'autre côté du box et l'observa avec le hongre. Il ne parlait pas, elle non plus, et ce n'était pas inconfortable, ce qui fut la chose qui le surprit le plus. Il en apprit plus sur elle par accident que par volonté. Il n'avait pas l'habitude d'interroger les gens sur eux-mêmes. Il avait passé 4 ans à cultiver une attitude qui décourageait ce genre d'échange, et la plupart des gens respectaient cela, soulagés de ne pas avoir à en faire autant en retour. Mais il se surprenait à noter des détails, et ces détails lui racontaient une histoire qu'il ne parvenait pas tout à fait à terminer. Ses mains, d'abord. Elle en prenait soin, ses gestes étaient délibérés, précis, mais elle portait des marques qui ne venaient pas d'un simple ménage. Des callosités à des endroits qui suggéraient un travail manuel lourd. Une cicatrice sur le dos de sa main droite, ancienne et décolorée, dont la forme incurvée ressemblait à une brûlure. Ses réactions à certains sons. Ensuite, une porte claqua à cause du vent alors qu'elle était dans la cuisine avec Marguerite. Mathieu passait par là et vit son corps entier se figer pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne. Elle récupéra si vite que quelqu'un de distrait n'aurait rien vu, mais lui, il faisait attention. Sa façon de manger, enfin. Elle mangeait tout ce qu'on lui servait, sans rien gaspiller, avec la concentration rapide de quelqu'un qui a connu l'incertitude du prochain repas. Il rassembla ses éléments, puis il les rangea dans un coin de sa tête, parce que ce n'était pas ses affaires et parce que, quoi qu'il lui soit arrivé, c'était son fardeau à elle. Mais savoir cela changea quelque chose dans sa façon d'évoluer autour d'elle. Il devint prudent comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Il ne surgissait jamais derrière elle. Il frappait avant d'entrer dans une pièce où elle pouvait se trouver. Il demanda à Rémi de dire aux ouvriers d'en faire autant et de garder les plus bruyants à l'écart de la maison. « Vous vous donnez beaucoup de mal », remarqua Rémi. « Je gère une maison », répondit Mathieu. Rémi accepta l'explication sans commentaire, ce qui était la qualité qui le rendait indispensable.
La tempête qui les emprisonna ensemble durant la 3e semaine de décembre commença par de la neige avant de devenir quelque chose de bien pire. Elle arriva en pleine nuit, et au matin, c'était un véritable blizzard, le genre de tempête qui rendait la grange invisible depuis la porte arrière. 3 ouvriers étaient déjà sur les plateaux avec le bétail, et Rémi prit le 4e pour aller les chercher, laissant Mathieu gérer la maison. La température chuta si vite que l'eau des abreuvoirs extérieurs se changea en bloc de glace en moins de 2 heures. Ils passèrent 3 jours bloqués par la neige. Mathieu, Marguerite, Evelyne et un ouvrier blessé nommé Pierre, qui s'était gravement tordu le genou une semaine plus tôt et marchait encore avec une canne. Le premier jour se passa bien. Il y avait assez à faire. Rentrer du bois, empêcher les tuyaux de geler, s'occuper des bêtes restées à l'écurie. Mathieu travailla aux côtés d'Evelyne pour transporter le bois fendu. Elle suivait son rythme sans se plaindre, portant des brassées plus lourdes qu'il ne l'aurait osé lui demander, et sans chercher à paraître courageuse. « Vous n'êtes pas obligé de... » commença-t-il. Elle lui lança un regard si ouvertement impatient qu'il s'arrêta de parler et retourna à ses bûches. Le 2e jour fut plus dur. Ils étaient confinés à l'intérieur, la neige trop épaisse et le vent trop dangereux pour s'aventurer loin. Les 4 se croisaient dans la maison avec cette gêne particulière des gens qui n'ont pas l'habitude d'être enfermés ensemble. Pierre parlait énormément, par ennui ou par douleur, et Marguerite lui répondait pour lui tenir compagnie. Mathieu lisait ou essayait. Evelyne trouvait des choses à faire avec une ingéniosité presque têtue. Elle réparait, triait, fixa même le pied d'une chaise cassée avec des outils qu'elle avait apparemment rentrés de la grange avant que la tempête ne devienne trop violente. Le 3e jour, le vent faiblit assez pour que Mathieu puisse voir à travers la cour. Il sortit vérifier le bétail et trouva Evelyne déjà sur place. Elle s'y était rendue à travers la neige sans prévenir personne. Exactement le genre de chose pour laquelle il aurait voulu lui faire une remarque, avant de réaliser qu'il n'avait aucun argument valable contre elle. Elle avait tracé un chemin avec une pelle qu'elle avait prise près de la porte arrière. Elle s'activait dans la grange avec une efficacité calme qui prouvait qu'elle avait déjà fait cela, vérifiant chaque bête, remplissant les seaux, déplaçant le foin. Il resta sur le seuil à la regarder un instant. « Vous avez déjà travaillé avec du bétail, » dit-il. Elle ne leva pas les yeux. Elle passa d'un box à l'autre et continua son travail. « Je ne vous demande pas d'en parler, » ajouta-t-il. « Je dis juste que vous savez ce que vous faites. » Elle lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Pas le regard bref et direct habituel, quelque chose d'un peu plus long cette fois, un peu moins sur la défensive. Puis elle se tourna à nouveau vers le cheval. Il se mit au travail à ses côtés. Ils restèrent là 2 heures dans le froid, travaillant de concert. Les seuls bruits étaient ceux des chevaux, du vent à l'extérieur et du raclement des outils sur le foin gelé. Et il se surprit à ne penser à rien du tout, ce qui était l'opposé de son rien habituel. Ce n'était pas ce vide volontaire et austère qu'il s'était construit depuis 4 ans, mais quelque chose qui ressemblait davantage à de la sérénité. Il nota la différence, rangea l'observation quelque part et évita de la regarder en face. C'est Marguerite qui finit par lui dire le peu qu'elle savait, le 4e matin, après que le blizzard se fut calmé et que les ouvriers furent rentrés des pâturages, transis et irritables. Elle vint dans le bureau et ferma la porte derrière elle, ce qui était assez inhabituel pour que Mathieu pose sa plume. « J'ai eu une discussion avec elle ce matin, » dit Marguerite. Elle a écrit quelques lignes. Elle sortit un morceau de papier de la poche de son tablier et le posa sur le bureau. L'écriture était soignée et précise, chaque lettre formée avec application, comme quelqu'un qui n'avait pas toujours su écrire et l'avait appris à force d'efforts. J'ai travaillé pour un homme nommé Rochefort, dans le Puy-de-Dôme. Il disait que je lui devais l'argent des dettes de mon père. J'ai travaillé 3 ans et la dette ne diminuait jamais. Je suis parti quand j'ai pu, et l'abbé Arlonde m'a trouvé sur la route. C'est tout. Mathieu le lut 2 fois. Puis il plia le papier. « Elle voulait que je sache ?» demanda-t-il. « Elle voulait savoir si cela allait poser problème, » répondit Marguerite. « Si vous vouliez qu'elle parte. » Elle a dit qu'elle comprendrait si c'était le cas. Mathieu resta silencieux un long moment. Par la fenêtre, ses hommes s'activaient dans la cour. La neige déjà transformée en boue dans les zones de passage, les portes de la grange grandes ouvertes. La vie ordinaire reprenait son cours. « Dites-lui que ce n'est pas un problème, » dit-il. Marguerite hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Et dites-lui » il s'arrêta. Marguerite attendit. « Dites-lui qu'elle ne me doit rien non plus. Dites-le lui clairement. » Marguerite le regarda un instant avec une expression qu'il ne put identifier. « Bien, monsieur Valois, » dit-elle avant de sortir. Il amena le hongre dans la petite écurie un mardi après-midi, début janvier, quand la température tomba assez bas pour s'inquiéter de sa jambe. Evelyne était avec lui sans qu'il l'ait sollicité, parce qu'elle l'avait vu sortir et avait enfilé son manteau pour le suivre. Il avait cessé de faire semblant d'être surpris. Ils travaillèrent ensemble pour déplacer le cheval, ce qui demanda de la patience, et prit plus de temps qu'avec quelqu'un qui parle.
Mais il découvrit que travailler avec Evelyne exigeait une attention différente. On l'observait au lieu de l'écouter, et elle rendait cette observation. L'information circulait entre eux de manière plus lente et moins efficace que la parole, mais il commençait à penser qu'elle était plus juste. Elle pointa la jambe du cheval, puis fit un mouvement de la main qu'il avait appris à traduire par « regarder ». Il regarda. L'enflure avait plus diminué qu'il ne l'espérait. « Vous l'avez soignée », dit-il. Pas seulement tenu compagnie. Elle fit un petit mouvement d'épaule qu'il commençait à lire comme un « oui », évidemment. « Qu'est-ce que vous utilisez ?» Elle alla dans un coin de l'écurie où elle avait apparemment organisé un petit stock de fournitures sans en parler, et elle revint avec un pot de quelque chose qui sentait le pain et un autre ingrédient qu'il ne reconnut pas. « C'est à Marguerite ?» Elle secoua la tête. « C'est vous qui l'avez fait ?» Un hochement de tête. Il fit tourner le pot entre ses mains. « Où avez-vous appris ça ?» Elle tendit la main pour reprendre le pot, il le lui rendit, et ce fut la fin de la conversation. Mais il remarqua ce soir-là, en dînant seul dans la salle à manger comme toujours, que son esprit revenait sans cesse non pas au cheval, ni à l'hiver ou au contrat sur son bureau, mais à la façon spécifique dont elle avait tendu la main. Un geste si naturel, si tranquille, qui lui disait sans mots qu'elle avait accepté les limites de ce qu'elle expliquerait, et qu'elle n'éprouvait pas le besoin de se justifier. Il avait passé 4 ans à se couper des autres en se persuadant que c'était un choix de force. Il commençait à soupçonner qu'elle en savait plus que lui sur le sujet. Janvier s'installa pour de bon et le froid s'ancra dans les montagnes. Ce n'était plus spectaculaire, c'était juste constant. Une réalité qui dictait chaque décision. Quand sortir, combien de temps, et que faire en rentrant. Le domaine fonctionnait selon un rythme hivernal que Mathieu connaissait par cœur. Lente, délibérée, tournée vers l'intérieur. Il commença à dîner dans la cuisine. Il se disait que c'était plus pratique. La salle à manger était à l'autre bout de la maison et coûtait plus cher à chauffer. Marguerite leva un sourcil d'1 millimètre mais ne dit rien. Evelyne, quand il s'installa la première fois à la table de la cuisine avec son assiette, lui jeta un coup d'œil puis retourna à son repas. Pierre, dont le genou guérissait, parlait pour tout le monde. Mais les soirs où Pierre se couchait tôt, ils restaient tous les trois, Mathieu, Marguerite et Evelyne, assis dans la cuisine. Le silence était d'une qualité différente de ceux auxquels Mathieu était habitué. Il contenait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Il commença à remarquer sa présence ou son absence dans une pièce. Il remarquait quand elle était fatiguée. Ses yeux prenaient une fixité particulière. Et quand quelque chose l'avait contrarié dans la journée, cela se voyait à une légère tension des épaules qui disparaissait dès qu'elle voyait qu'il l'observait. Il commença à remarquer ce qu'elle remarquait, les recoins de la maison qui demandaient des réparations, les bêtes qui n'allaient pas tout à fait bien. Lors des conversations entre lui et Rémi, ou lui et Marguerite, quand un point important était abordé, elle écoutait tout. Il avait l'impression qu'elle avait passé tellement de temps sans pouvoir parler qu'elle avait redirigé toute son énergie vers l'observation et la compréhension. Elle en savait probablement plus sur la réalité du domaine valois que la plupart des gens qui y travaillaient. Il se surprit à vouloir savoir ce qu'elle pensait. C'était si nouveau qu'il examina cette envie avec prudence, sous tous les angles, se demandant quoi en faire. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas voulu connaître l'opinion d'autrui. Il s'en était déshabitué progressivement après la mort de sa femme. Le besoin de l'autre, l'attente, la vulnérabilité de tenir au jugement de quelqu'un, il avait appris à s'en passer. Il s'était dit qu'il préférait cela. Il en était moins sûr à présent. Elle le trouva dans son bureau un soir de fin janvier. Il avait laissé la porte ouverte. C'était parce que le feu brûlait bien et que la chaleur circulait mieux ainsi dans le couloir. C'était la raison pratique. Il ne pensait à rien d'autre quand elle apparut dans l'encadrement de la porte. « Entrez si vous voulez, dit-il. » Elle entra et regarda les étagères de livres. Il l'observait. Elle parcourait les titres lentement et il essayait de lire ce qui se passait sur son visage. De la curiosité, bien sûr, mais aussi autre chose. Une sorte de faim, peut-être, même si le mot lui semblait trop fort. C'était plutôt l'expression de quelqu'un qui reconnaît quelque chose dont il a été séparé. « Vous pouvez m'emprunter ce que vous voulez, dit-il. » Elle sortit un ouvrage, regarda la couverture, puis le regarda lui. C'était un recueil de journaux d'arpentage des années 1850, ce qu'il n'aurait jamais prédit. Ce n'est pas... Il s'interrompit. Il est à vous si vous le voulez. C'est sans doute un peu ennuyeux. Elle l'ouvrit au milieu, lut une page et demie sous son regard, puis le referma et le serra contre sa poitrine. Elle le regarda avec une expression que, pour une fois, elle ne chercha pas à masquer. C'était le regard le plus vulnérable qu'elle lui ait offert depuis son arrivée. Il ne dit rien, car tout mot aurait été en deçà de l'instant. Elle prit le livre et monta à l'étage. Il resta longtemps assis dans son bureau après son départ, écoutant le crépitement du feu et le vent, ainsi que le battement de son propre cœur, auquel il n'avait pas prêté attention depuis des années. Il pensait à cette femme qu'on avait forcée à travailler 3 ans pour une dette qu'elle n'avait pas contractée, qui était partie
et avait été trouvée par un inconnu sur une route déserte qui était arrivé chez lui sans rien d'autre que ce qu'elle pouvait porter et le savoir nécessaire pour survivre, et qui s'était rendu indispensable en 3 semaines sans rien demander, sans rien attendre, sans jouer la gratitude ou la soumission que l'on attendait d'une personne dans sa position. Il pensait à la façon dont elle avait regardé sa bibliothèque. Pourquoi ces journaux d'arpentage? Qu'est-ce que cela disait d'elle, de là où son esprit s'évadait quand personne ne le dirigeait? Il reprit sa plume, essaya de retourner à son registre, mais n'y parvint pas. Il resta là, la plume à la main, les chiffres devant lui, avec cette sensation dans la poitrine qu'il ne reconnaissait que parce qu'il avait passé 4 ans à essayer de s'en débarrasser. Dehors, le vent poussait la neige contre la vitre. Quelque part à l'étage, dans la chambre qu'il lui avait donnée, Evelyne Morel lisait le récit d'hommes arpentant des territoires inconnus sans carte, avec seulement des boussoles, traversant des terres que personne n'avait encore nommées. Il se dit que ce n'était probablement pas un hasard. Il posa sa plume, referma le registre et se tourna vers le feu. Pour la première fois depuis très longtemps, le silence de sa maison ne ressemblait plus à ce qu'il avait choisi pour remplacer son deuil. Cela ressemblait, timidement et sans son entière permission, au début de quelque chose d'autre. Il ne mentionna pas le livre. C'était la décision qu'il avait prise pendant la nuit, et il s'y tint le lendemain matin en trouvant Evelyne déjà en cuisine, s'occupant du fourneau avec cette même économie de geste. Les journaux d'arpentage n'étaient pas sur la table. Il ne savait pas où elle les avait rangés, et il ne demanda pas. Marguerite entra derrière lui, capta l'atmosphère avec ce radar qu'elle avait développé en 11 ans, et commença le petit déjeuner sans un mot. C'était une matinée ordinaire. C'était cela le plus étrange. Rémi vint de la grange avec des nouvelles d'une vieille génisse qui boudait son foin. Mathieu enfila son manteau pour aller voir. Ils passèrent 1 heure dans le froid à diagnostiquer le problème. Quand ils rentrèrent pour le café, Evelyne avait déjà posé 3 tasses sur la table, dont une pour Rémi sans qu'on le lui demande. Rémi la prit, la but, la remercia sans en faire tout un plat. Elle hocha la tête et retourna à ses occupations. Mathieu observait cela en silence. Ce qu'il pensait, même s'il ne l'aurait pas formulé ainsi, c'est qu'elle s'était fait une place sans demander si elle y était autorisée. Pas de gratitude forcée, pas d'effacement, juste une présence nécessaire, comme si elle avait observé sa maison, trouvé la forme du vide qu'elle pouvait combler, et s'y était glissée. Comme l'eau, comme un bon ouvrier qui trouve le travail à faire avant qu'on ne le lui montre. Il avait engagé des hommes incapables de faire cela après 10 ans de service. Février arriva brutalement et s'installa. Le domaine se figea dans ce rythme de plein hiver que Mathieu connaissait jusque dans ses os. Jours courts, nuits interminables, travail extérieur expédié, et le reste géré depuis l'intérieur. Les ouvriers jouaient aux cartes dans leur bâtiment le soir. Rémi faisait sa paperasse à la table de la cuisine. Marguerite tricotait des choses dont elle ne parlait jamais et qui apparaissaient finies comme par enchantement. Et Evelyne lisait. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait. Il le découvrit peu à peu. Les journaux d'arpentage retournèrent sur l'étagère après 1 semaine, remplacés par autre chose. Elle ne semblait pas avoir de préférence. Elle passa des relevés topographiques à une collection d'études agricoles qu'il avait acquises des années plus tôt, puis à un vieil exemplaire d'histoire naturelle, et enfin à un petit manuel de médecine vétérinaire qu'il avait acheté pour Rémi et que celui-ci n'avait jamais ouvert. Le livre vétérinaire, elle le lut 2 fois. Il le savait parce qu'il l'avait trouvé sur la table de la cuisine un matin avec un ruban marquant une page, et 3 jours plus tard, le ruban était revenu en arrière, signe qu'elle relisait un passage. Il le prit et regarda la page, un chapitre sur l'inflammation des os et des articulations chez les chevaux. Il repensa à la jambe du hongre et au pot qui sentait le pain. Il reposa le livre exactement là où il l'avait trouvé. Elle eut une altercation avec Pierre durant la 2e semaine de février. C'était notable car c'était la première perturbation du calme hivernal et parce que les disputes avec Evelyne, comme il s'avéra, ne nécessitaient pas qu'elle prononce un seul mot. Pierre allait mieux. Son genou lui permettait de se déplacer sans canne, et qui dit mieux, dit agité. Il avait pris l'habitude de traîner dans les pièces où elle travaillait pour faire des remarques non sollicitées. C'est Marguerite qui en parla d'abord. Elle a réorganisé la sellerie, dit Marguerite sur le ton qu'elle utilisait pour les informations d'importance. Pierre lui a dit qu'elle s'y était mal prise, qu'il ne trouvait plus rien. Et il trouve quelque chose maintenant, il n'a pas encore essayé de chercher. Il lui a juste dit que c'était mal fait. Mathieu alla trouver Pierre, qui était dans la grange en train de contempler la sellerie avec l'air d'un homme qui s'accroche à une position dont il n'est plus très sûr. Evelyne était là aussi, debout à 2 mètres de lui, les bras croisés, fixant Pierre d'un air que Mathieu ne pouvait décrire que comme patient et absolument impitoyable. Pierre regarda Mathieu, soulagé d'avoir un témoin. « Je lui ai dit que je ne trouvais plus rien ici », se plaignit Pierre. « Elle a tout bougé et maintenant, qu'est-ce que tu cherches là, tout de suite ?»« Eh bien, j'ai besoin du... » Pierre regarda le mur et s'arrêta.
Les brides étaient maintenant organisées par cheval, chacune sur son propre crochet avec le nom de l'animal écrit sur un morceau de papier au-dessus. Une idée que ni Pierre ni Mathieu n'avaient eue en des années. La bride du bai, il la pointa du doigt. Elle était à 15 centimètres de là où il regardait. Mathieu regarda Pierre, puis Evelyne. Elle n'avait pas bougé. Son expression était muette, mais ce qu'elle taisait était très bruyant. « Tu l'as trouvée ?» demanda Mathieu. Pierre regarda la bride, puis Evelyne, puis Mathieu. « Ce n'est pas la question, dit-il sans conviction. »« C'est quoi alors, la question ?» Pierre n'eut pas de réponse. Mathieu les laissa là. Au dîner, Pierre avait apparemment décidé que la sellerie était une amélioration, car il mentionna à Marguerite qu'il avait retrouvé le stock de lanières d'étrier perdu depuis octobre, qui se trouvait derrière une caisse mal placée depuis tout ce temps. Il dit cela à Marguerite, pas à Evelyne. Elle mangeait sans lever les yeux. Mathieu se dit qu'elle possédait une patience très spécifique. Pas la patience passive de celui qui attend qu'on le traite mieux, mais la patience active de celui qui a déjà gagné et ne ressent pas le besoin de le proclamer. Ce qu'il n'arrivait pas à s'enlever de la tête tout au long de février, c'était la question de ce qu'elle voulait, pas de ce dont elle avait besoin. Ses besoins, il les avait compris. Un toit, un travail honnête, qu'on la laisse tranquille sur son passé, et l'accès à ses livres. Tout cela, il pouvait le fournir. Mais les désirs, c'était autre chose. C'était l'intérieur d'une personne, la preuve de qui elle était vraiment. Et avec Evelyne, c'était difficile à lire. Il essayait de ne pas trop chercher. Il avait ses propres raisons de garder une distance, et il respectait cela chez elle. Mais l'esprit fait ce qu'il veut quand on ne surveille pas. Et le sien continuait de noter des détails. Elle observait les montagnes le matin, quand elle avait un moment entre deux tâches. Pas par distraction, mais avec une attention concentrée, comme si elle les mémorisait. La première fois qu'il le remarqua, il passait dans le couloir et la vit à la fenêtre avec son café. Il s'arrêta avant qu'elle ne l'entende. Il y avait sur son visage quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Ni le vide protecteur, ni la concentration pratique du travail, mais quelque chose d'ouvert, de privé et de totalement vulnérable. Il s'éloigna avant qu'elle ne se retourne. Autre chose, elle fredonnait, pas souvent, pas fort, juste parfois, quand elle travaillait seule en cuisine ou à la grange et qu'elle se croyait seule. Ce n'était pas une chanson qu'il connaissait, juste un son mélodique bas, vaguement rythmé, qui s'arrêtait dès qu'elle entendait quelqu'un approcher. La première fois, il resta dans le couloir quelques secondes de trop à écouter avant de faire délibérément du bruit avec ses pas pour qu'elle s'arrête. Il ne savait pas pourquoi c'était important. Il savait juste que ça l'était. La jambe du hongre fut totalement guérie la première semaine de mars. Rémi vint lui annoncer avec l'air perplexe d'un homme qui attendait une mauvaise nouvelle. Le cheval était d'aplomb, parfaitement d'aplomb. Rémi s'occupait de chevaux depuis 30 ans. Il avait vu ce genre de blessure finir de 3 façons. Guéri avec des séquelles, guéri lentement ou pas guéri du tout. Il n'en avait jamais vu une revenir aussi proprement. « C'est Longu, dit Mathieu. Je sais que c'est Longu. » Rémi tritura son chapeau. J'ai regardé ce qu'elle utilisait, de l'huile de cèdre, de la consoude et autre chose que je n'ai pas identifiée. Je lui ai demandé. Il marqua une pause. Elle me l'a écrit sur un papier. Du plantain. Du plantain du champ derrière la clôturait. Elle l'a fait sécher et l'a broyé. Rémi le regarda. Elle est allée là-bas en janvier, Mathieu. En plein mois de janvier, elle est allée dans ce champ chercher du plantain sous la neige. Mathieu ne dit rien. Je pense juste, ajouta Rémi prudemment, qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Je le sais. Est-ce que vous savez ce qu'elle est? C'était une question sincère, pas un défi. Mathieu y réfléchit honnêtement. Non, dit-il. Pas entièrement. Rémi remit son chapeau. On est 2 alors, dit-il avant de sortir. Mathieu alla chercher Evelyne. Elle était dans le jardin potager, ou ce qui le deviendrait au printemps, pour l'instant un simple rectangle de terre enneigée derrière la maison. Elle se tenait au bord, les mains dans les poches, observant le terrain avec la même attention qu'elle portait aux montagnes. Rémi m'a parlé du cheval, dit-il. Elle le regarda. C'est un travail exceptionnel, dit-il. Il le dit franchement, comme il le dirait à un ouvrier efficace, car elle n'était pas du genre à apprécier les flatteries. Je ne dis pas ça facilement. Elle soutint son regard à un instant. Puis elle désigna une section du jardin et fit ce geste qu'il connaissait pour dire « Qu'est-ce qu'il y a là? Rien pour l'instant, dit-il. Ça fait 2 hivers que c'est à l'abandon. J'avais une cuisinière qui s'en occupait avant. » Elle est partie. Evelyne se désigna elle-même. Il la regarda. « Vous voulez faire le jardin ?» Ce n'était pas vraiment une question, mais elle hocha la tête. « C'est oui, dit-il. Si vous le voulez, c'est d'accord. » Elle retourna son regard vers la terre et il vit qu'elle planifiait déjà, comme lorsqu'elle analysait un problème. Il resta près d'elle, fixant la neige, essayant de voir ce qu'elle voyait. « Qu'allez-vous planter ?» demanda-t-il. Elle lui lança un regard qui signifiait clairement qu'il devrait attendre pour le savoir, puis elle rentra. Mi-mars, il se plongea dans les affaires de sa femme. Il faisait cela une fois par an, généralement au printemps, quand la lumière revenait et qu'il devenait plus difficile de rester seul avec soi-même à l'intérieur.
Ce n'était pas du deuil pur, ou pas seulement. C'était une sorte d'inventaire, une révision annuelle de ce qu'il portait encore et de ce qu'il avait réussi à poser. Eliane était partie depuis 4 ans. La forme de la perte avait changé, moins tranchante mais plus constante, comme une cicatrice qui s'installe dans la peau. Il ne voulait pas cesser de ressentir cela. C'était la dernière preuve de quelque chose qui avait été vrai. Il était dans la chambre, penché sur le coffre en cèdre, quand il sentit la présence d'Evelyne dans l'encadrement de la porte. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Il avait les mains sur une couverture pliée. Il finit de la plier, la posa, puis la regarda. Elle se tenait là, avec une tasse de café et une expression qui demandait s'il fallait rester ou partir. « Vous pouvez entrer », dit-il. Elle entra, posa le café sur la commode et regarda le coffre, puis lui. Elle attendait, comprit-il, au cas où il aurait besoin de parler, sans l'exiger, se rendant simplement disponible comme elle le faisait pour tout le reste. Elle s'appelait Eliane, dit-il. Il n'avait pas prévu de le dire. Elle est morte de la fièvre pendant l'hiver 78. Evelyne s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Pas trop près, pas trop loin. Présente. J'aurais dû être là, continua-t-il. J'étais à Lyon pendant 2 semaines pour un litige foncier. Elle est tombée malade très vite. Le temps que je sois prévenu et que je revienne. Il s'arrêta. Il ne finit pas sa phrase car aucune fin ne pouvait la rendre plus supportable ou moins vraie. Il prit le café, en but une gorgée et regarda par la fenêtre la cour qui montrait les premiers signes du dégel. Des plaques de terre apparaissaient sous la neige près des poteaux. La lumière restait un peu plus longtemps chaque jour. Je me suis dit pendant longtemps que ça n'aurait rien changé, dit-il. Que si j'avais été là, ça se serait passé de la même façon. Que c'était trop foudroyant. Qu'il n'y avait rien à faire, il s'arrêta encore. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne le saurai jamais. C'est la part que je n'arrive pas à lâcher. Il la regarda. Elle l'observait avec cette même ouverture prudente qu'elle avait eue dans le bureau avec les livres. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, et c'était pour cela qu'il continuait de parler. Elle ne le regardait pas comme un homme brisé. Elle le regardait comme quelqu'un qui vient de dire une chose vraie. Il s'éclaircit la gorge. « Je ne vous demande pas quoi en faire, dit-il. C'est juste, vous êtes dans cette maison depuis assez longtemps pour qu'il me semble injuste de ne pas vous le dire. » Elle hocha la tête une fois. Pas un « je comprends », mais plutôt un « merci de l'avoir dit ». La nuance était subtile, mais réelle. Il retourna au coffre, elle resta dans le fauteuil, et ils restèrent silencieux ensemble pendant un moment. C'était l'instant le plus apaisé qu'il ait vécu avec un autre être humain depuis une éternité. Le dégel commença sérieusement la dernière semaine de mars, apportant avec lui la saison de la boue, la reprise des opérations du domaine, le bruit et les frictions ordinaires d'une exploitation qui se réveille. Evelyne s'adapta en observant les nouveaux rythmes. Elle était dans le potager chaque matin, même par grand froid, retournant la terre à la main avec cette concentration que Mathieu commençait à connaître par cœur. Il n'était plus surpris par sa compétence. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les ouvriers commenceraient à aller la voir. Ça a commencé par Pierre, ce qui était logique. Il était passé de la résistance à un enthousiasme débordant. Il alla voir Evelyne pour une coupure à la main qui ne guérissait pas. Elle la nettoya et fit un bandage avec des herbes qu'elle avait rassemblées dans un coin de la cuisine. Une semaine après, c'était fini. La nouvelle circula au bâtiment des ouvriers comme une traînée de poudre. En avril, elle s'était occupée d'une toux persistante chez un jeune gars, d'une côte froissée pour un autre et d'un problème récurrent à la main droite de Rémi, qu'il cachait depuis 2 mois. « Vous l'avez laissé regarder ?» demanda Mathieu à Rémi. Rémi examina sa main, qui bougeait mieux qu'en des semaines. « Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix, dit-il. Elle a vu que je l'économisais et elle a pointé une chaise du doigt. Et vous vous êtes assis ? Je me suis assis, admit Rémi sans honte. Elle a appliqué quelque chose, a bandé la main et m'a écrit sur un papier de garder ça 4 jours. Elle l'avait déjà écrit avant même que je m'assoie. Elle savait ce que c'était avant de regarder de près. Mathieu observa son régisseur. Qu'est-ce qu'elle a dit que c'était ? Les tendons, dit Rémi. Elle a écrit tendons, pas articulation. Elle avait raison. C'est un tout autre ressenti depuis qu'elle l'a bandé comme ça. Mathieu repensa au manuel vétérinaire ouvert au chapitre sur les articulations. Il repensa au plantain sous la neige en janvier. Elle a reçu une formation, dit-il. Ce n'était pas une question. Plus qu'une simple formation, à mon avis, conclut Rémi avant de repartir au travail. Elle savait ce que c'était avant même d'y regarder de plus près. Mathieu observa son régisseur un instant, le visage marqué par une certaine incrédulité. « Qu'est-ce qu'elle a dit que c'était exactement » demanda Mathieu. « Les tendons, » répondit Rémi. Elle a bien écrit tendons, pas articulation. Et elle avait raison. Je peux vous dire que le ressenti est totalement différent depuis qu'elle a bandé ma main de cette façon. Mathieu repensa au manuel vétérinaire qu'il avait vu ouvert au chapitre sur l'inflammation des articulations. Il repensa au plantain qu'elle était allée déterrer sous la neige en plein mois de janvier. Elle a reçu une véritable formation, dit-il. Et ce n'était pas une question. Plus qu'une simple formation, à mon avis, conclut Rémi. C'est en tout cas ce que je soupçonne.
La question de savoir d'où elle venait, ce qu'elle avait appris et tout ce qu'elle avait perdu reste inscrit dans l'esprit de Mathieu pour le reste de la journée. Mais il ne lui posa aucune question. Il apprenait peu à peu à déchiffrer la silhouette de ce qu'elle acceptait de dire et de ce qu'elle préférait taire. C'était comme apprendre la géographie d'un nouveau terrain. On n'essaye pas de forcer la terre à tout livrer d'un coup, on la parcourt lentement, en prêtant attention à ce qu'elle révèle au fil des pas. C'est au cours de la 3e semaine d'avril qu'elle commença à planter le potager. Mathieu sortit au petit matin et la trouva déjà à l'œuvre, travaillant avec une précision systématique qui prouvait qu'elle avait tout planifié dans sa tête durant les longs mois d'hiver. Elle avait des semis qu'elle avait fait partir à l'intérieur, à partir de graines qu'elle avait demandé à Marguerite de commander lors du dernier passage en ville. Elle avait rédigé une liste de sa main, avec cette écriture si soignée, et l'avait remise à Marguerite sans faire de vagues. Marguerite avait passé la commande sans en parler à Mathieu jusqu'à ce que les fournitures arrivent, moment où elle l'en informa simplement, comme on énonce un fait, sans demander de permission. Il avait simplement répondu que c'était très bien. Il se tenait maintenant à la lisière du jardin, dans la lumière crue du début d'avril, et la regardait travailler. La terre avait déjà été retournée. Elle s'en était occupée seule pendant plusieurs jours la semaine précédente. Elle disposait maintenant les jeunes pousses avec un espacement qui semblait délibéré et spécifique, loin de l'optimisme aléatoire qu'il avait l'habitude de voir dans les jardins potagers. « Vous avez planifié tout ça pendant l'hiver, dit-il. » Elle leva les yeux vers lui, puis regarda son jardin avant de faire un petit mouvement de la main qu'il interpréta comme une évidence. « Qu'est-ce que vous allez mettre là-bas » demanda-t-il en pointant le coin le plus éloigné qu'elle semblait laisser vide. Elle se leva, se dirigea vers ce coin, s'accroupit et toucha la terre du bout des doigts, puis elle fit un geste qu'il ne connaissait pas. Mathieu s'arrêta. « Je ne comprends pas, dit-il. Montrez-moi. » Elle le regarda un instant, puis elle fit une chose qu'elle n'avait encore jamais faite. Elle traversa le jardin pour venir vers lui prit la main et le guida vers le coin vide. Elle s'accroupit à nouveau et pointa la terre de près, puis répéta le geste. C'était un mouvement d'éventail, ses doigts s'ouvrant vers l'extérieur à partir d'un point central. Quelque chose qui s'étale, devina-t-il. Elle acquiesça et pressa la main de Mathieu contre le sol. La terre était humide, froide et sombre, riche de toutes les matières organiques qu'elle y avait incorporées ces dernières semaines. Médicinal, hasarda-t-il. Elle le regarda avec une expression qui signifiait qu'il brûlait. Les plantes que vous utilisez pour soigner, continua-t-il. Vous voulez les faire pousser ici ? Elle lâcha sa main et se redressa. L'expression sur son visage n'était plus cette neutralité prudente, ni cette concentration pratique. C'était quelque chose de plus proche de ce regard ouvert et privé qu'elle avait lorsqu'elle contemplait les montagnes. Il comprit alors que cela comptait pour elle bien au-delà de l'aspect pratique. Elle voulait un endroit où les choses poussaient parce qu'elle les y avait mises. Un morceau de terre qui soit à elle, du moins de la manière dont le soin qu'on apporte rend une chose nôtre. Après 3 ans à travailler pour un homme qui lui répétait qu'elle lui devait tout, elle voulait planter quelque chose qui n'appartienne à personne d'autre qu'à elle-même. Mathieu ne verbalisa rien de tout cela. Il se contenta de dire de planter ce dont elle avait besoin. Elle le regarda fixement. « Ce coin-là, ajouta-t-il, tout ce coin, mettez-y ce que vous voulez. » Elle se tourna vers l'angle du jardin. Il observa son visage et vit passer une émotion brève, vite maîtrisée, mais bien réelle. Quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu chez elle. Un soulagement. Pas un soulagement fin ou une gratitude calculée pour lui faire plaisir, mais le soulagement privé et involontaire de quelqu'un qui s'était préparé à un refus et qui venait d'entendre un oui. Il rentra à l'intérieur avant que cela ne devienne une situation qu'ils auraient tous deux à gérer. Avril laissa place à mai, et avec lui revint le plein essor de la saison de travail. Le bétail fut déplacé vers les pâturages d'altitude, les clôtures furent vérifiées et réparées, et le voyage de printemps pour les achats fut planifié. Mathieu fut happé par la vie opérationnelle du domaine, comme chaque printemps. Le long hiver intérieur, avec son calme et sa camaraderie inhabituelle, s'effaçait derrière une période plus agitée. Il remarqua le changement. Il ressentait physiquement comment les semaines d'hiver différaient de celles du printemps, et il dut être honnête avec lui-même sur la raison pour laquelle le domaine lui semblait soudain si peuplé. Il y avait toujours quelqu'un dans les parages, une conversation ou une tâche qui réclamait son attention. Évelyne était toujours là, fidèle à sa tâche, au jardin le matin, à l'écurie le soir et à la cuisine pour les repas. Elle était là, mais les soirées où ils n'étaient que tous les deux, face à face dans un silence qui avait fini par devenir précieux, se faisaient rares. C'était une qualité de présence qu'il commençait déjà à regretter avant même qu'elle ne disparaisse tout à fait. Un soir de fin avril, alors qu'il travaillait dans son bureau sur la logistique de la vente du bétail, Marguerite frappa à la porte. « Il y a un homme à la grille, dit-elle. Il dit s'appeler Alexandre Vasseur. Il est accompagné de 2 hommes. » Elle marqua une pause.
Il dit qu'il a des affaires à régler avec le domaine. Quel genre d'affaires demanda Mathieu. L'expression de Marguerite lui indiqua qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait en dire, ou du moins qu'elle pesait ses mots. Il a demandé à voir Evelyne, en la nommant, précisa-t-elle. La plume s'arrêta net dans la main de Mathieu. Il la posa. Il l'a appelée par son nom, répéta-t-il. Par son nom, confirma Marguerite. Il dit qu'il la cherche depuis novembre. Mathieu se leva lentement. Il regarda par la fenêtre. Dehors, la soirée était claire et froide. Le ciel s'assombrissait sur les bords et la cour était éclairée par les lanternes le long de la clôture. Il pouvait distinguer à la grille la silhouette de 3 chevaux. « Où est-elle » demanda-t-il. « À la cuisine. Elle n'est pas encore au courant. » Il se dirigea vers la porte et Marguerite s'écarta. « Ne lui dites rien pour l'instant, » ordonna-t-il. « Je vais aller voir ce qu'il veut. » Il sortit dans la fraîcheur du soir et traversa la cour vers la grille. À chaque pas, le sentiment qu'il gérait avec précaution depuis des semaines, cette distance qu'il maintenait entre lui et ce qu'il commençait à ressentir, se cristallisa en quelque chose de plus simple, de plus froid et de beaucoup plus facile à nommer. La protection. L'homme à la grille était bien habillé pour la région, affichant cette confiance particulière de ceux à qui on n'a jamais vraiment dit non. Quand il vit Mathieu approcher, il sourit de ce sourire que les hommes de son espèce arborent, un sourire poli, vide, sans rien derrière. « Monsieur Chevalier, dit-il, je m'appelle Alexandre Vasseur. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Mathieu le dévisagea un long moment. « Vous allez devoir être plus précis, répliqua-t-il. » Vasseur ne descendit pas de son cheval. Ce fut la première chose que Mathieu nota. Ce choix délibéré de rester en selle pour parler au propriétaire des lieux. Cette domination feinte qui consiste à regarder quelqu'un de haut. Mathieu mit ses mains dans les poches de son manteau et leva les yeux vers lui, sans aucune expression. « Je vais vous le dire franchement, reprit Vasseur. Il avait une voix faite pour les salons, posée et mesurée, le genre de voix qui s'attend à être écoutée. Il avait la cinquantaine passée, le visage sec et des yeux clairs qui parcouraient le domaine derrière Mathieu, avec l'acuité de celui qui calcule une valeur. Une femme nommée Evelyne Hart est dans votre maison depuis novembre. Elle est ici suite à un malentendu. Elle a laissé un contrat légal non rempli, et ce contrat porte mon nom. » « Quel genre de contrat » demanda Mathieu. « Un titre de créance. Son père a emprunté de l'argent à mon entreprise il y a 7 ans. À sa mort, la dette a été transférée. Elle a accepté de la rembourser par son travail. Cet accord a été rédigé, signé devant témoins et déposé officiellement. » Vasseur fouilla dans son manteau et en sortit une liasse de papier plié qu'il tendit vers Mathieu sans se pencher pour lui faciliter la tâche. « J'ai toute la documentation nécessaire. » Mathieu ne fit pas un geste pour les prendre. « Envoyez un de vos hommes me les apporter. » Un silence s'installa. Vasseur l'observa un instant, puis fit un signe de tête à l'homme sur sa gauche. Ce dernier fit avancer son cheval et tendit les papiers par-dessus la clôture. Mathieu les prit, les déplia sous la lumière déclinante et commença à lire. Cela lui prit plusieurs minutes. Il lisait avec la même attention qu'il mettait dans ses propres contrats, cherchant ce qui était écrit, mais surtout ce qui ne l'était pas, cet espace entre les lignes où réside souvent la véritable intention. Le document faisait 3 pages. C'était rédigé dans un langage juridique formel, avec les signatures des témoins et un sceau officiel. La signature d'Evelyne, ou ce qui était censé l'être, figurait sur la 2e page. C'était une écriture qui ne ressemblait en rien à la main soignée et précise qu'il lui connaissait. Mais les signatures peuvent différer de l'écriture courante, il ne pouvait pas affirmer d'emblée que ce n'était pas la sienne. Le contrat stipulait qu'en échange de l'annulation d'une dette de 420 €, une certaine Evelyne Catherine Hart acceptait de fournir des services domestiques au foyer d'Alexandre Vasseur pour une période n'excédant pas 5 ans, durant laquelle le gîte et le couvert seraient fournis en guise de salaire. Le document datait d'il y a 6 ans. Elle devait avoir environ 19 ans à l'époque. Mathieu replia les papiers. « Ça indique 5 ans, dit-il. Elle est partie en novembre. Il manque donc 5 mois. »« C'est exact, répondit Vasseur. »« Combien vous coûtent ces 5 mois de son temps » demanda Mathieu. L'expression de Vasseur ne changea guère, mais quelque chose dans son regard s'aiguisa. Il s'attendait sans doute à autre chose. À de l'indignation peut-être, ou à une capitulation immédiate. Il ne s'attendait pas à un calcul arithmétique. « Ce n'est pas une transaction commerciale, monsieur Chevalier, dit Vasseur. C'est une obligation légale. »« Tout est une transaction commerciale, rétorqua Mathieu. Donnez-moi un chiffre. »« Elle doit revenir pour terminer son contrat, insista Vasseur. C'est la seule issue qui m'intéresse. » Mathieu le regarda un instant, puis observa les 2 hommes derrière lui. Ils étaient plus jeunes, aux aguets, habitués à ce genre de confrontation. « Vous allez devoir me laisser le temps de consulter mon avocat, » déclara Mathieu. « C'est un document important et je ne suis pas en mesure d'y répondre ce soir. Je peux vous accorder jusqu'à demain midi, dit Vasseur. Vous me donnerez une semaine, trancha Mathieu du ton qu'il employait quand une négociation était terminée et qu'il dictait les conditions. Vous la cherchez depuis novembre. Une semaine de plus ne change rien à votre situation. En revanche,
Aller au tribunal et déposer une plainte vous prendra 2 jours et vous coûtera du temps et de l'argent. Nous le savons tous les deux. Vasseur resta silencieux. Il regardait Mathieu comme on regarde un adversaire dont on vient de réévaluer la valeur. 3 jours, finit-il par lâcher. Très bien, dit Mathieu. Où logez-vous? À Saint-Martin. Je vous ferai porter un message. Mathieu fit demi-tour et se dirigea vers la maison sans attendre de les voir partir. Il entendit le bruit des sabots s'éloigner et la grille se refermer. Marguerite l'attendait dans le couloir. Où est-elle? Demanda-t-il. Toujours à la cuisine. Je lui ai dit que vous régliez une affaire professionnelle. Il entra dans la cuisine. Evelyne était assise à la table avec une tasse de thé et son livre d'histoire naturelle. Elle leva les yeux quand il entra, et ce qu'elle lut sur son visage lui fit poser son livre. Elle se redressa sur sa chaise. Il s'assit en face d'elle et posa les papiers de Vasseur sur la table, entre eux. Il ne dit rien tout de suite, lui laissant le temps de comprendre de quoi il s'agissait. Elle regarda les documents sans les toucher. Puis elle leva les yeux vers lui, et sa neutralité habituelle s'était envolée. Ce qu'il vit à la place était une expression qu'il n'avait vue qu'une seule fois auparavant. Ce regard involontaire, mais ce n'était pas du soulagement cette fois. C'était quelque chose de plus vieux et de plus épuisé que la peur. « J'ai besoin de savoir si ce contrat est authentique, commença-t-il. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. » Elle soutint son regard un moment, puis elle tendit le bras, attira les papiers vers elle et les lut avec cette précision qui la caractérisait. Quand elle eut fini, elle les reposa et s'adossa à sa chaise. Elle pointa la signature sur la 2e page, puis secoua la tête. « Ce n'est pas votre signature, demanda-t-il. Elle secoua de nouveau la tête. « Mais le reste, la dette, votre père, c'est vrai ?» Elle resta immobile un instant, puis fit un petit signe de tête affirmatif. Il s'adossa à son tour. Il regarda les papiers en pensant à l'abîme qui peut exister entre un document officiel et la vérité, surtout quand celui qui tient la plume a assez d'argent pour faire de sa version la version officielle. « À combien s'élevait la dette réelle ?» demanda-t-il. Elle leva 2 doigts, 200 €. Il l'observa. « Votre père a emprunté 200 €. Le document en indique 420. » Elle pointa le document, puis fit un geste qu'il commençait à connaître, les doigts frottant les uns contre les autres, le signe de l'argent qu'on ajoute. Il a gonflé la somme, comprit Mathieu. Elle acquiesça. Et la signature? Elle pointa sa propre main, secoua la tête et fit un mouvement d'écriture qui se transforma en un geste de contrainte. Une main forcée par une autre. Mathieu resta silencieux un long moment. Quel âge aviez-vous? Elle regarda la table et leva ses 2 mains, 10 doigts, puis 9 autres. 19 ans. Il posa ses mains à plat sur la table. Il ne dit pas ce qu'il pensait car ce n'était pas utile dans l'immédiat et elle n'avait pas besoin de sa colère. Elle avait besoin de son action. « Je vais à Chambéry demain, annonça-t-il. Je connais une avocate là-bas. Je veux que vous écriviez tout. La dette d'origine de votre père, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez signé et dans quelles conditions, ce qu'on vous a payé, tout. Chaque détail dont vous pouvez vous souvenir. Les dates si vous les avez, les noms des témoins. » Il la regarda dans les yeux. « Vous pouvez faire ça ?» Elle le regarda avec cette franchise absolue et hocha la tête. « Bien, dit-il. » Il se leva et reprit les papiers. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Il se retourna. « Il ne vous emmènera nulle part, affirma-t-il. » Sa voix était plus assurée qu'il ne l'avait prévu, plus personnelle aussi. Il ne resta pas pour voir sa réaction. Le lendemain, avant l'aube, il était déjà en route. Le cabinet de Charlotte Bonnet se trouvait au 1er étage d'un immeuble de la rue principale, au-dessus d'un bureau de géomètre. Son nom était inscrit en lettres sobres sur la porte. Il l'avait rencontrée 2 fois auparavant, lors d'un litige foncier et d'un dîner professionnel. Il savait qu'elle était redoutable, qu'elle gagnait des affaires que d'autres avocats jugeaient perdues, et que ses honoraires reflétaient son talent. Elle était déjà à son bureau quand il arriva. « Monsieur Chevalier, asseyez-vous. » Il s'exécuta. Il posa les papiers de Vasseur sur le bureau et le récit écrit d'Evelyne à côté. 12 pages d'une écriture soignée sur lesquelles elle avait travaillé toute la nuit. Marguerite les lui avait apportées avant son départ avec un regard qui disait qu'elle était restée éveillée avec elle. Charlotte lut les 2 documents en entier avant de prononcer un mot. Mathieu attendait. « Alexandre Vasseur, dit-elle enfin, du ton dont on prononce le nom d'une vieille connaissance. « Vous le connaissez, demanda-t-il. « Je connais sa réputation. Il gère ce qu'il appelle une agence de placement à Albertville. En réalité, il repère des gens en situation de surendettement, rachète leurs créances et les convertit en contrats de travail forcés. » Elle reposa les papiers avec une précision qui suggérait qu'elle aurait aimé en faire des confettis. « Il a fait le coup au moins une 12aine de fois, à ma connaissance. C'est techniquement légal. Il est très méticuleux sur la forme. » Elle affirme que la signature est un faux, intervint Mathieu. « Je la crois, répondit Charlotte. La signature ne ressemble en rien à son écriture naturelle. Elle tapota les 12 pages. Ce récit est détaillé et cohérent. Elle cite des dates, des noms. Elle se souvient du montant exact, qui diffère du contrat. Et son explication sur la façon dont l'écart a été introduit est tout à fait plausible.
Est-ce qu'on peut contester ce contrat? Je peux le contester, affirma Charlotte. Le faux en écriture est une affaire pénale, pas seulement civile. Si nous prouvons que la signature est frauduleuse, le contrat est nul. Mais, elle posa ses mains sur le bureau. Vasseur a un sceau officiel sur ce document et la signature d'un témoin qui a déjà signé de nombreux documents pour lui et qui n'a jamais mis les pieds dans un tribunal pour être interrogé. Prouver un faux signifie prouver une négation devant un juge qui pourrait ne pas être sympathique, face à un homme qui fait ça depuis 10 ans sans jamais perdre. De quoi avons-nous besoin? Du temps, des preuves, et idéalement d'autres personnes qui ont été dans la même situation et qui acceptent de témoigner. Elle le regarda fixement. Et de l'argent, monsieur Chevalier. Ça ne va pas être bon marché. Dites-moi combien, répondit Mathieu sans ciller. Elle cita un chiffre. Il ne broncha pas. Il y a autre chose, ajouta Charlotte. Elle tourna une page du récit d'Evelyne. Elle mentionne une autre femme, une certaine Claire Simon, qui était aussi chez Vasseur à l'époque. Elle dit que cette femme était dans une situation similaire, qu'elle a essayé de partir et qu'on l'a ramenée de force. Vous savez où elle est? Non. Mais si elle accepte de témoigner, son récit corroborerait celui d'Evelyne sur les points clés. Le faux, la dette gonflée, la coercition. Retrouver cette femme changerait totalement la donne. Trouvez-la, ordonna Mathieu. Charlotte l'observa un moment, comme pour peser ses mots. Monsieur Chevalier, commença-t-elle. Cette femme, Evelyne, elle ne fait pas partie de votre famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas une parente. Vous n'avez aucune obligation envers elle. Non, répondit-il. Alors je vous le demande franchement. Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Mathieu regarda par la fenêtre, vers la rue de Chambéry. Quelqu'un qui fait partie de ma maison, dit-il simplement. Quelqu'un qui a été maltraité par un homme qui a utilisé la loi pour s'en sortir. Il reporta son regard sur Charlotte. Ça suffit, non? Charlotte sembla accepter la réponse. J'ai besoin de 3 jours pour examiner les documents et préparer une réponse pour Vasseur. Ne le laissez pas approcher d'elle d'ici là. Il n'approchera pas, assura Mathieu. Il rentra au domaine. Le soir même, il raconta à Evelyne tout ce que Charlotte avait dit, y compris les difficultés et le coup. Il lui parla franchement, parce qu'elle méritait la vérité. Elle écouta avec cette attention immobile, absorbant tout sans rien laisser paraître. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. Puis elle prit un morceau de papier, écrivit quelques mots et le fit glisser sur la table. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est mon problème. » Mathieu lut le papier, puis leva les yeux vers elle. « Je sais que je n'y suis pas obligé, dit-il. » Elle le fixa intensément, puis écrivit un seul mot. « Pourquoi ?» Mathieu repensa à la question de Charlotte. Il pensa au plantain sous la neige, à la jambe du cheval qui guérissait, aux livres sur ses étagères et à l'expression d'Evelyne face aux montagnes. Il pensa à ce matin où il lui avait confié ses secrets les plus douloureux et à la qualité de son silence. « Parce que c'est juste, dit-il, ce qui était vrai mais incomplet. Et parce que vous l'avez mérité. » Elle l'observa longuement. Puis elle reprit le papier, le plia et le mit dans sa poche. Il vit une émotion passer sur son visage, une fissure dans son calme habituel qu'elle s'efforçait de colmater. Il détourna les yeux pour lui laisser son intimité. « Reposez-vous, dit-il. Demain, j'aurai besoin que vous écriviez tout ce dont vous vous souvenez sur cette Claire Simon. » Elle acquiesça sans lever les yeux. « Evelyne, ajouta-t-il à la porte. » Elle leva la tête. « Je pensais ce que j'ai dit hier. Il ne vous emmènera nulle part. » Les 3 jours suivants furent marqués par une tension palpable. Rémi sentait que quelque chose se tramait. Mathieu lui avait dit l'essentiel, car il avait besoin de son soutien. Les ouvriers sentaient aussi que l'ambiance avait changé, et ils réagissaient à leur manière, en restant occupés et discrets. Evelyne était encore plus silencieuse que d'habitude. Elle faisait son travail, mais elle passait ses soirées dans le bureau à rédiger tout ce qu'elle savait sur Claire Simon. Elle avait l'air d'attendre quelque chose, mais ce n'était plus la patience habituelle. C'était l'attente de quelqu'un qui a déjà connu le pire et qui se prépare à l'affronter de nouveau. Le 3e matin, Mathieu descendit avant l'aube et la trouva assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé froide. Elle ne lisait pas, n'écrivait pas. Elle attendait. Il alluma le fourneau sans dire un mot. Il prépara le café, en posa une tasse devant elle et s'assit. « Ça va être un combat, commença-t-il. Je ne vais pas vous mentir. Le contrat existe, il est enregistré. Vasseur a l'habitude de ce genre de choses. Charlotte est douée, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. » Elle hocha la tête. Elle le savait. « Mais ce contrat repose sur un mensonge, poursuivit-il. Et ça compte. Ce sera long à prouver, mais c'est essentiel. » Il la regarda. « Avez-vous déjà eu affaire à la justice ?» Elle fit signe que non. « Ce n'est pas agréable, prévint-il. Des gens vont remettre en question tout ce que vous direz. Des gens payés pour vous faire passer pour quelqu'un de peu fiable. L'avocat de Vasseur sera très doué pour ça. Je veux que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. » Elle resta silencieuse, puis prit un papier qu'elle avait déjà préparé. « Je sais dans quoi je m'engage. J'ai déjà été interrogé par des hommes comme Vasseur. Ils ne font peur que jusqu'à ce qu'on décide qu'ils ne nous font plus peur. » Il lut le message. « Vous avez pris cette décision ?» demanda-t-il. Elle leva 2 doigts. Son 2e hiver chez Vasseur, comprit-il. Qu'est-ce qui a changé?
Elle regarda la table un instant, puis écrivit. J'ai découvert qu'il l'avait fait à quelqu'un d'autre. Ce n'était plus seulement mon histoire. Il resta pensif. Elle avait cessé de ne voir que son propre sort. Il ne savait pas quoi répondre. Il but son café en silence alors que la lumière grise de l'aube commençait à envahir la pièce. Vasseur arriva précisément à midi. Il était seul cette fois, un choix délibéré pour montrer sa confiance. Il fut conduit au grand salon. 3 jours, dit Vasseur en s'asseyant avec l'aisance de celui qui se croit partout chez lui. J'imagine que vous avez eu le temps d'examiner le document. C'est fait, répondit Mathieu. J'ai également engagé un conseil juridique. Vasseur resta impassible. Qui donc? Charlotte Bonnet. Un léger silence suivit. Mathieu le remarqua. Maître Bonnet est compétente, admit Vasseur. Je suis sûr qu'elle vous a dit que le contrat était solide. Elle m'a dit que le contrat soulevait des questions, rectifia Mathieu, notamment concernant la signature, et le témoin qui semble signer un nombre impressionnant de vos documents. C'est le genre de détail qu'un juge remarque. On finit par se demander si cet homme est simplement très dévoué ou s'il y a une autre explication. Vasseur le fixa. Son amabilité s'était muée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Monsieur Chevalier, je fais des affaires dans cette région depuis 15 ans. Mes contrats ont été validés par de nombreux tribunaux. Je n'ai jamais perdu. Il y a un début à tout, rétorqua Mathieu. Je détesterais que cela devienne conflictuel, reprit Vasseur. Je suis venu pour proposer un arrangement. Il reste 5 mois à cette femme. Je suis prêt à accepter une compensation financière pour ce temps. Une somme modeste, compte tenu des circonstances. Ce n'est pas une transaction financière, coupa Mathieu. C'est une personne. Une personne liée par un contrat, insista Vasseur. Un contrat avec une signature falsifiée. Vasseur posa sa tasse. Je vais être direct. Vous vous intéressez à cette femme, je le comprends. Mais vous prenez une décision commerciale qui va vous coûter cher, en argent et en réputation, pour quelqu'un qui ne vous rapportera rien. Je vous offre une porte de sortie honorable. Je ne cherche pas de porte de sortie. Alors que cherchez-vous? Mathieu le regarda droit dans les yeux. Il pensa aux 12 pages d'écriture soignée d'Evelyne. Il pensa à Claire Simon et à toutes les autres femmes. Je cherche tout le reste, dit Mathieu. Chaque contrat que vous avez rédigé de cette façon. Chaque nom sur chaque document. Je veux savoir combien de fois vous avez fait ça, et je vais m'assurer que chaque pièce du dossier finisse devant un juge. Le silence retomba sur la pièce. Vasseur se leva. Toute trace de politesse avait disparu. Vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, menaça-t-il. Je sais exactement dans quoi je me lance, répondit Mathieu. Je négocie depuis 20 ans. Je sais reconnaître un homme qui réalise que l'autre camp ne cédera pas. Vasseur le regarda avec un mépris manifeste, puis ramassa son chapeau. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Maître Bonnet sera ravi de l'entendre. Mathieu le raccompagna lui-même et le regarda partir. Il ne ressentait pas de triomphe, seulement le poids de son engagement. Il connaissait des hommes comme Vasseur. Il savait ce que coûtait un tel combat. Pas seulement l'argent, mais les pressions invisibles, les alliés que l'on perd. Rémi le rejoignit dans la cour. Il est parti vite. Il reviendra, dit Mathieu. Mais pas en personne. Rémi resta silencieux. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Répondit Mathieu. Pensez-vous que je fais une erreur? Rémi tourna son chapeau entre ses mains, signe qu'il pesait sa réponse. Je pense, dit-il lentement, que vous n'avez pas pris de décision pour autre chose que le domaine depuis 4 ans. Et je pense que les hommes que je respecte ont tous fait quelque chose dans leur vie qui leur a coûté plus que de raison et qu'ils en sont sortis meilleurs. Ce n'est pas vraiment une réponse, j'en ai conscience. C'est suffisant pour moi, conclut Mathieu. Il rentra et trouva Evelyne dans le couloir. Elle avait entendu la porte et attendait de savoir ce qui s'était passé. Il est parti, dit Mathieu. Il va envoyer son avocat. Ça va être long et difficile. Elle le regardait fixement. Je lui ai dit que nous nous attaquions à tout son système, ajouta-t-il. Pas seulement à votre contrat. Son expression changea radicalement. La surprise d'abord, puis quelque chose qui brisa son masque pendant un instant. Un mélange de gratitude et de chagrin. Ce chagrin spécifique de celui qui a porté un fardeau seul pendant des années et qui réalise soudain qu'il ne l'est plus. Elle serra les lèvres, baissa les yeux pour reprendre le contrôle. Quand elle releva la tête, son regard était de nouveau assuré. Elle pointa son doigt vers elle, puis vers lui. Puis, avec un geste lent et délibéré, elle toucha son cœur et tendit sa main vers lui, paume ouverte. Une offrande. Nous trouverons une solution au fur et à mesure, dit-il, avec toute l'honnêteté dont il était capable. Elle referma lentement sa main et hocha la tête. Dehors, la lumière de l'après-midi glissait sur le potager où les premières pousses commençaient à sortir de terre. Le cheval qu'elle avait soigné trottait dans son enclos, sans aucune trace de sa blessure passée. Mathieu ne regardait rien de tout cela. Il regardait Evelyne. Il pensait au fait qu'il s'était mis en travers du chemin d'un homme qui ne perdait jamais, pour des raisons qu'il avait dites simples mais qui étaient infiniment complexes. Et il savait qu'il ne le regrettait pas. La première lettre de Charlotte arriva 4 jours plus tard. Comme prévu, l'avocat de Vasseur, un certain maître Perrin, avait répondu avec une fermeté absolue.
Le contrat était valide, la signature authentique. Toute contestation serait balayée par les ressources considérables de Vasseur. Charlotte avait ajouté une note manuscrite en bas de page. Il a réagi plus vite que prévu. Quelqu'un l'a informé de nos intentions avant même ma première lettre. Quelqu'un a parlé. Mathieu lut cette phrase 3 fois avant de plier la lettre et d'aller trouver Rémi. Il était à l'écurie. Qui, à Saint-Martin, est au courant de nos affaires demanda Mathieu sans détour. Rémi comprit immédiatement. Pierre est allé en ville il y a 6 jours, dit-il. Il parle quand il boit. Est-ce qu'il en sait assez pour nous nuire? Il sait que vous avez une avocate, que ça concerne Evelyne et que Vasseur est venu ici. Il ne pense pas à mal, Mathieu. Il n'est pas méchant, il est juste bavard, je le sais. Mais j'ai besoin qu'il se taise. Je m'en occupe, assura Rémi. La pression de Vasseur se manifesta de plusieurs façons. D'abord sur le plan financier. 2 semaines plus tard, la banque de Chambéry envoya une lettre informant Mathieu qu'un prêt qu'il remboursait sans problème depuis 6 ans était soudainement rappelé, suite à un changement des conditions générales. Une clause obscure que Mathieu avait jugée sans importance à l'époque. Il paya la somme. Cela lui coûta cher et l'obligea à liquider des placements, mais il le fit pour ne pas donner de prise à Vasseur. Charlotte fut inquiète quand il lui apprit la nouvelle. « C'est ce que je craignais, répondit-elle. Il va essayer de vous asphyxier financièrement. La question est de savoir combien de temps vous pourrez tenir. La question était aussi de savoir combien de temps Evelyne tiendrait. Il l'observait tout au long du mois de mai. Elle continuait son travail, gérait son jardin avec une compétence impressionnante, soignait les ouvriers avec ses plantes. Mais elle dormait mal. Il l'entendait parfois la nuit marcher dans sa chambre. Et certains jours, elle semblait s'absenter d'elle-même, plongée dans ses pensées. Un soir de juin, il la trouva devant la clôture du jardin, immobile, regardant ses plantes avec une tristesse infinie. Il s'approcha. « Charlotte a retrouvé Claire Simon », annonça-t-il. Evelyne se tourna brusquement vers lui. « Elle est à Annecy », continua-t-il. « Elle a quitté Vasseur il y a 2 ans. Elle travaille dans un commerce. Elle est prête à témoigner. » Evelyne s'agrippa à la clôture. Son regard était d'une intensité rare. « Elle se souvient de vous, dit Mathieu. Elle a demandé si vous alliez bien. » Evelyne détourna les yeux vers les montagnes, les lèvres serrées. Après un moment, elle sortit son papier et écrivit. « Elle a essayé de partir avant moi. Il l'a fait ramener. J'ai tout vu. » Mathieu lut ces mots. Il pensa à la jeune Evelyne de 19 ans voyant cela et décidant de son propre sort. « Elle sait tout ce que Vasseur a fait, ajouta-t-il. Charlotte pense que c'est une pièce maîtresse. 2 témoignages concordants, plus les preuves sur l'écriture, c'est un dossier solide. Mais Vasseur a un juge à sa botte à Albertville. Nous essayons de déplacer l'affaire à Chambéry. Ça prend du temps. » Elle hocha la tête. Elle semblait revenue parmi eux, plus déterminée que jamais. Elle écrivit une dernière ligne. « Combien cela vous coûte-t-il » ? « Ce n'est pas votre souci, répondit-il. Elle lui jeta un regard impatient. « C'est sous contrôle, insista-t-il. » Elle écrivit « Vous vendez des terres. » Il la regarda, surpris. « Qui vous l'a dit ?» Elle fit un geste signifiant qu'elle voyait tout. « Marguerite, devina-t-il. » Elle ne confirma pas. Mais il savait qu'elle n'avait besoin de personne pour comprendre les changements subtils dans la gestion du domaine. « C'est mon argent, » dit-il fermement. Elle le fixa longuement, puis rédigea un message plus long que d'habitude. « Vous m'avez dit que je ne vous devais rien. Je vous dis la même chose. Vous pouvez arrêter. Vasseur acceptera un arrangement. J'ai survécu à pire. Je ne veux pas que vous ruiniez tout ce que vous avez bâti pour moi. » Mathieu lut le papier. Il regarda le jardin, les plantes médicinales, tout ce qu'elle avait créé. « Qu'est-ce qui vous a fait partir en novembre » demanda-t-il soudain. « Vous étiez là-bas depuis 3 ans. Pourquoi ce mois-là » Elle resta silencieuse, puis écrivit. Il a pris une nouvelle fille. Elle avait 17 ans. Elle avait la signature de son père sur un document qu'elle n'avait jamais lu. Mathieu accusa le coup. « Alors vous êtes parti, dit-il, en sachant qu'il vous poursuivrait, en sachant que vous n'aviez nulle part où aller. » Elle acquiesça. « Et maintenant vous me dites que je devrais vous laisser y retourner ?» Elle le regarda, un conflit intérieur visible sur son visage. Elle écrivit. « Je vous dis que je comprendrais si vous deviez le faire. Je n'en ai pas besoin, et je ne le ferai pas, trancha-t-il. Le jardin est superbe, ajouta-t-il pour clore le sujet. En juin, la pression s'intensifia. 2 clients importants annulèrent leurs commandes de bétail sans explication valable. Le bruit courait que faire affaire avec Mathieu Chevalier était devenu risqué tant qu'il était en conflit avec Vasseur. C'était 400 têtes de bétail, sans acheteur pour l'automne. Mathieu en informa Rémi. « C'est grave, demanda le régisseur. « Gérable, répondit Mathieu. Si je fais vite, je peux trouver des acheteurs à Lyon. Mais le prix sera moins bon. Vasseur le sait. Il veut me pousser à bout. Y a-t-il un seuil ? Demanda Rémi avec précaution. Où arrêter devient la décision la plus sage. Non, dit Mathieu. Nous irons jusqu'au bout. Rémi acquiesça. Alors j'irai à Lyon. Je connais quelqu'un là-bas. Prenez Pierre avec vous, ordonna Mathieu. Sortez-le de Saint-Martin pour un moment. Rémi esquissa un sourire. Bonne idée. La lettre de Charlotte, fin juin, changea la donne. Elle avait trouvé 2 autres femmes à Valence. L'emprise de Vasseur était bien plus vaste qu'il ne le pensait.
L'une d'elles, Dorothée Hostier, avait réussi à rembourser sa dette réelle, bien inférieure au montant du contrat, grâce à un prêt de son frère. Elle possédait une lettre de décharge signée de la main de Vasseur mentionnant le montant réduit. C'était la preuve irréfutable que Vasseur connaissait la dette réelle et qu'il avait sciemment falsifié les contrats. La lettre de Charlotte se terminait ainsi. C'est la pièce qui nous manquait. Amenez Evelyne à Chambéry. Nous devons préparer son témoignage et réunir les 3 femmes avant de déposer le dossier final. Mathieu apporta la lettre à Evelyne le soir même. Elle la lut à la cuisine, sous l'œil discret de Marguerite. Il vit son visage s'éclairer d'une lueur d'espoir. Elle leva les yeux vers lui. « Nous devons aller à Chambéry, dit-il. Tous les deux. Charlotte veut 2 jours pour tout préparer. » Elle le regarda intensément, puis tourna les yeux vers Marguerite. Marguerite nous a regardés partir depuis le perron, ses mains essuyant machinalement son tablier. « Je m'occuperai de la maison, a-t-elle simplement dit. Allez-y. Nous avons mis 2 jours pour atteindre Chambéry. J'avais proposé de prendre la charrette pour plus de confort, mais Evelyne avait choisi de monter à cheval. J'ai respecté son choix sans discuter, car il y avait quelque chose de révélateur dans cette décision. Elle montait avec une aisance naturelle, comme quelqu'un qui avait l'habitude de diriger sa propre monture bien avant que sa vie ne bascule, bien avant qu'elle ne se retrouve dans des endroits où d'autres décidaient pour elle. C'était l'une de ces rares fois où sa compétence éclatait au grand jour, sans protection, sans artifice. Elle montait merveilleusement bien. J'ai noté ce détail dans mon esprit, l'ajoutant à tout ce que j'avais observé et classé au cours des 6 derniers mois, sans trop savoir encore ce que j'allais faire de toutes ces découvertes. Nous n'avons presque pas parlé durant le trajet, ce qui n'était ni inhabituel ni pesant. Le paysage entre le domaine et Chambéry n'appelait pas de commentaires inutiles. C'était une terre vaste, haute et changeante. Les sommets des Alpes conservaient encore des plaques de neige malgré la fin du mois de juin, tandis que les pentes inférieures étaient d'un vert dense et profond. La route serpentait au milieu de tout cela avec cette indifférence particulière qu'ont les chemins envers les tourments des hommes qui les empruntent. Le 2e jour, en fin d'après-midi, alors que les clochers de Chambéry commençaient à se dessiner au loin, elle a rapproché son cheval du mien et a doucement tapé mon bras. Je l'ai regardée. Elle a pointé son doigt vers elle, puis vers les montagnes à l'ouest, avant de poser une question muette avec son regard. « Vous demandez si j'y suis déjà allé, ai-je traduit. Oui, presque toutes les hautes terres à l'ouest du domaine m'appartiennent, ou m'appartenaient. J'en ai vendu une partie. J'ai contemplé les cimes. Nous y emmenions le bétail en été. Ce sont de bons pâturages si l'on parvient à faire passer les bêtes par le col. » Elle fixait les montagnes avec cette attention concentrée qu'elle réservait aux choses qu'elle voulait graver dans sa mémoire. Hélène aimait beaucoup là-haut, ai-je ajouté sans l'avoir prévu. C'était le genre de vérité qui s'échappait tout seul quand je ne surveillais pas mes paroles. Elle voulait y construire un petit chalet pour l'été. On en avait parlé. Je me suis tu un instant. On n'a jamais eu le temps de le faire. Evelyne m'a regardé. Ce n'était pas son regard bref et direct, ni son regard de politesse. C'était quelque chose entre les deux, un regard qui contenait à la fois de la stabilité et une ouverture sincère. Elle n'a rien écrit. Elle m'a juste regardé, puis a tourné ses yeux vers les montagnes. Et c'était suffisant. J'ai trouvé que c'était amplement suffisant. Nous sommes entrés dans Chambéry alors que la lumière devenait dorée. Le cabinet de maître Charlotte Bennett semblait soudain trop petit avec 4 femmes à l'intérieur. Evelyne et Claire ne s'étaient pas vues depuis plus de 2 ans. Leurs retrouvailles furent silencieuses, chargées d'une émotion que je n'ai pu qu'entrevoir, car Charlotte m'avait demandé d'attendre dans la pièce d'à côté. Assis sur une chaise en bois, j'écoutais les murmures derrière la porte close. Je ne distinguais pas les mots, seulement la texture particulière de voix féminine parlant de choses portées trop longtemps dans le secret. C'était un son différent de toutes les autres conversations que j'avais entendues. Claire est sortie une fois pour remplir un verre d'eau. Elle m'a dévisagé avec cette franchise un peu brute de ceux qui décident en temps réel s'ils peuvent vous accorder leur confiance. Elle était un peu plus âgée qu'Evelyne, avec un visage marqué par l'expérience et cette forme de solidité que l'on acquiert après avoir traversé l'enfer et en être ressorti transformé. « C'est vous qui avez lancé tout ça », a-t-elle dit. « C'est Evelyne qui a commencé », ai-je répondu. « Moi, je ne fais que payer les frais. » Claire m'a observé encore un instant. « Elle vous fait confiance », a-t-elle murmuré. « Et elle ne donne pas sa confiance facilement. Je le sais », ai-je dit. « Alors ne lui donnez pas tort », a conclu Claire avant de retourner dans le bureau avec son verre d'eau. Je suis resté là, fixant le mur, réfléchissant à ce que cela signifiait d'être le dépositaire de la confiance d'une personne qui avait appris à ne plus jamais se fier à personne. Je me demandais si j'étais vraiment à la hauteur, non pas sur le plan financier ou juridique, mais sur le plan humain, celui que je commençais à peine à regarder en face. Quand Charlotte nous a enfin réunis, elle a étalé les documents sur son bureau et nous a expliqué sa stratégie pendant 2 heures. Je l'écoutais, assis dans un coin, et je voyais la solidité de ce qu'elle avait bâti.
C'était un dossier en béton. La signature falsifiée sur le contrat d'Evelyne, le témoignage de Claire sur les méthodes de Vasseur, la lettre de décharge de Dorothée avec le montant rectifié, et surtout ce témoin notaire, Étienne Collin, qui apparaissait sur une quantité suspecte de contrats dans toute la région. Charlotte avait réussi à faire déplacer l'audience au tribunal de grande instance. Le procès était fixé pour le mois d'août. Août, a écrit Evelyne dès que Charlotte a prononcé la date. Elle tenait son papier bien en vue, son expression demandant si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est très rapide pour un tribunal de grande instance, a rassuré Charlotte. L'avocat de Vasseur va essayer de gagner du temps, mais j'ai déjà prévu ses arguments. Elle a regardé Evelyne droit dans les yeux. Vous devrez témoigner en personne dans la salle d'audience. Vous en sentez-vous capable ? Evelyne a posé son papier et a griffonné une phrase sur une nouvelle feuille. Charlotte l'a lue et a tourné la tête vers moi. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ai-je demandé. Elle dit qu'elle attend depuis 2 ans de pouvoir dire ses 4 vérités à Vasseur dans une pièce où ses paroles auront du poids, a traduit Charlotte. Elle dit qu'elle sera là. Le voyage de retour vers le domaine a duré 2 jours. Le paysage était le même, mais je me sentais différent en le traversant. Le premier soir, nous avons campé près d'un ruisseau bordé de saules, là où l'eau coulait vive et glacée, descendant directement de la fonte des neiges. J'ai allumé un feu et elle a préparé le repas avec cette efficacité silencieuse qui la caractérisait. Nous avons mangé à la lueur des flammes, sans parler, retrouvant notre mode de communication habituel qui était devenu, sans que je m'en aperçoive vraiment, une version du langage à part entière. Je fixais les braises quand elle a touché mon bras pour me tendre un papier. Merci. Je sais que je l'ai déjà dit. Je sais que vous m'avez dit de ne pas le faire. Mais je le dis quand même. J'ai lu le message, puis je l'ai regardé. Elle fixait le feu, me laissant cette intimité qu'elle m'offrait toujours quand elle disait quelque chose d'important. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit. Le mois d'août est encore loin. Elle a secoué la tête, ne contestant pas la date, mais le principe même de ma remarque. Elle a écrit de nouveau. Je veux dire merci pour cet hiver, pour l'écurie, pour les livres, pour m'avoir laissé planter mon jardin avant même que tout cela ne commence. Je n'ai pas trouvé de réponse immédiate. J'ai regardé le ruisseau et le ciel qui s'assombrissaient au-dessus des saules. Je pensais à cette femme arrivée dans la neige en novembre, avec pour seul bagage sa volonté de survivre, et à tout ce qui s'était construit entre nous depuis. Ce n'était pas quelque chose de prémédité ou de planifié, mais quelque chose qui avait poussé tout seul, comme les plantes quand les conditions sont bonnes. Vous avez changé les choses ici, ai-je fini par dire. Dans cette maison, pour le mieux. Je me suis arrêté. Je ne prêtais plus attention à rien avant que vous n'arriviez. Elle m'a regardé. Vous m'avez forcé à ouvrir les yeux à nouveau. Ce n'est pas rien. Elle a soutenu mon regard un long moment, puis elle est retournée à sa contemplation du feu. Nous n'avons plus rien dit, et le silence entre nous était habité par le bruit de l'eau et l'apparition des premières étoiles au-dessus des montagnes. Le mois de juillet au domaine fut synonyme de labeur acharné. Sur une exploitation comme la nôtre, il n'y a jamais de repos, mais juillet avait une densité particulière. Tout ce qui devait être fait avant l'automne semblait converger en même temps. Il fallait déplacer le bétail, réparer les dernières clôtures, faucher le foin et le rentrer. Rémi était revenu de Lyon avec le produit de la vente, à un prix médiocre comme prévu. La différence figurait dans mon grand livre comme un rappel constant du coût de ce combat. J'ai travaillé aux côtés des hommes plus souvent que d'habitude ce mois-là. En partie parce qu'il y avait trop à faire, mais aussi parce que le travail physique était le seul contrepoids efficace à l'attente. Une attente plus tranchante que celle de l'hiver, avec une échéance fixe qui refusait d'arriver. Evelyne aussi gérait l'attente à sa manière. Je la voyais s'investir corps et âme dans son jardin et dans l'écurie. Elle se couchait plus tard et se levait plus tôt, soignant chaque plante et chaque bête avec une ferveur presque désespérée. C'était une femme qui gérait l'incertitude par l'action. Un soir de la mi-juillet, je suis rentré d'une tournée tardive et je l'ai trouvée dans mon bureau. Ce n'était pas inhabituel, elle y passait ses soirées à lire et j'en étais venu à considérer cet endroit comme un espace partagé. Mais ce soir-là, elle ne lisait pas. Elle était assise dans le fauteuil près de la cheminée, les journaux d'arpentage posés sur la table à côté d'elle, inutilisés. Elle fixait les cendres avec une expression totalement démunie. J'y ai vu clairement le poids de l'angoisse et cette peur spécifique qui la rongeait. Ce n'était pas la peur du tribunal ou de l'avocat de Vasseur, mais une peur plus ancienne, celle d'une personne à qui la vie a répété sans cesse que ce dont elle avait besoin lui serait refusé. Je me suis assis en face d'elle sans rien dire. Elle a senti ma présence et j'ai vu son visage commencer à se refermer, à reprendre sa posture de contrôle. « Ne faites pas ça », ai-je dit doucement. Elle s'est figée. « Vous n'avez pas besoin de faire ça avec moi. Pas dans cette pièce. Pas quand nous sommes seuls. » Elle est restée immobile. « Je sais que vous avez peur », ai-je ajouté. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste la vérité. Son visage s'est troublé, traversé par des émotions contradictoires qu'elle tentait de maîtriser. Puis elle a pris son crayon et a écrit «
Je n'ai pas peur de perdre. J'ai peur d'avoir eu tort de croire que cela comptait. J'ai lu le message et j'ai levé les yeux vers elle. Ça compte, ai-je affirmé. Quoi qu'il arrive en août. Claire est à Valence et elle s'en est sortie. Dorothée a remboursé sa dette et elle est libre. Vous êtes parti en novembre et vous êtes ici. Je l'ai regardé intensément. Le verdict de cet été ne décidera pas si votre combat en valait la peine. Il en valait déjà la peine le jour où vous avez franchi cette porte. Elle m'a fixé pendant longtemps. Quelque chose dans son regard s'est stabilisé, comme une boussole qui finit par trouver le nord après avoir oscillé. Elle a posé son papier. Je me suis levé pour aller vers la bibliothèque et j'en ai sorti le livre d'histoire naturelle qu'elle avait lu au début de l'hiver. Je le lui ai tendu. Vous l'avez déjà lu 2 fois, ai-je dit. Relisez-le si vous voulez. Moi, je ne l'ai jamais ouvert. Racontez-moi ce qu'il y a dedans. Elle m'a regardé avec surprise et pour la première fois, j'ai vu le coin de sa bouche s'animer. C'était un demi-sourire, bref et timide, mais c'était le premier sourire sincère qu'elle m'offrait sans que ce soit pour gérer une situation sociale. C'était privé, involontaire. Elle a ouvert le livre. J'ai repris mon grand livre de contes et je me suis assis en face d'elle. Dehors, la nuit de juillet était chaude, le bétail dormait dans les pâturages d'altitude et le jardin poussait. Où était à 6 semaines, et dans le silence de ce bureau, quelque chose qui avait commencé à germer en novembre continuait de croître, patiemment, sans se presser. Le mois d'août arriva, brûlant et sec. Nous sommes partis pour Chambéry un mardi, Evelyne, Rémi et moi. Rémi avait insisté pour venir, et je n'avais pas discuté car sa présence avait toujours un effet stabilisant, peu importe les circonstances. Nous avons retrouvé Charlotte à son cabinet la veille de l'audience. Elle a passé en revue chaque détail avec ce calme olympien des gens qui ont passé assez de temps dans les prétoires pour ne plus en avoir peur, sans pour autant devenir arrogant. Claire était déjà là, arrivée par la diligence de Valence. Elle semblait fatiguée par le voyage mais déterminée. Elle et Evelyne se sont assises côte à côte sur le banc devant le bureau de Charlotte, communiquant avec cette aisance qu'elles avaient développée entre elles. Dorothée est arrivée 1 heure plus tard, une femme énergique et pragmatique. Elle m'a serré la main avec franchise. « C'est vous qui financez tout ça ?» a-t-elle constaté. « Oui », ai-je répondu. « Pourquoi ? Parce que c'est juste », ai-je dit. C'était la seule réponse que j'avais, et même si elle semblait insuffisante, je n'essayais plus de l'expliquer. Dorothée m'a observé un instant, a hoché la tête comme si cela lui suffisait, puis est allée s'asseoir avec les autres. Charlotte est apparue à la porte. « Allez dormir », a-t-elle ordonné. « Demain sera une longue journée. » Le tribunal de Chambéry était un imposant bâtiment de pierre qui imposait le respect. Nous sommes arrivés tôt, suivant les instructions de Charlotte, et nous avons attendu sur les bancs de bois ciré alors que le bâtiment s'animait. Vasseur est arrivé avec son avocat, maître Perrin, et 2 acolytes que je ne connaissais pas. Il semblait plus sûr de lui que jamais, avec l'arrogance d'un homme qui joue à domicile. Il m'a jeté un regard méprisant à travers le couloir, comme s'il faisait un simple calcul comptable. Je suis resté de marbre. Evelyne était assise à ma gauche, les yeux fixés au sol. Je savais maintenant que ce n'était pas par crainte de Vasseur, mais parce qu'elle économisait ses forces. Elle gérait son calme pour le moment où il compterait vraiment. J'ai posé ma main sur le banc entre nous, sans la toucher, juste pour qu'elle sache que j'étais là. Elle a regardé ma main, puis a posé la sienne juste à côté, un geste de solidarité silencieuse. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que Charlotte nous fasse signe d'entrer. L'audience a duré 2 jours. Le premier jour fut celui de maître Perrin. Méthodique, il a présenté les documents contractuels avec une aisance consommée, celle de quelqu'un qui avait déjà gagné des dizaines de fois avec les mêmes arguments. Il a établi la dette, la signature, la validation notariale. Il a fait témoigner Étienne Collin, le notaire complice, qui a parlé avec un calme répété, celui d'un homme qui a appris à paraître honnête en disant des mensonges. Perrin construisait son cas pierre après pierre, créant une structure qui semblait inattaquable en surface. Charlotte n'interrompait presque jamais. Elle ne soulevait que des objections précises sur des points cruciaux et laissait filer le reste. Je l'observais et je comprenais son jeu. Elle laissait Perrin finir son édifice pour mieux en démontrer la fragilité des fondations. Evelyne est restée immobile tout au long de cette première journée, observant les débats avec cette attention totale qu'elle portait aux chevaux la nuit. Ce soir-là, à l'auberge, elle a écrit un seul mot, « Demain ». Oui, ai-je répondu. Elle a ajouté, « J'attends depuis 2 ans de dire ce que je vais dire demain. Je veux juste que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je sais », ai-je dit. Elle m'a regardé, puis elle a fait quelque chose de totalement inédit. Elle a posé sa main sur la mienne pendant un bref instant, un geste délibéré, avant de se remettre à manger. Je suis resté là, sentant encore la chaleur de son geste, comprenant que certaines choses n'avaient pas besoin d'être analysées pour être vraies. Le deuxième jour, Charlotte a commencé par appeler Dorothée Hostière à la barre. Dorothée a témoigné pendant 40 minutes avec une précision chirurgicale. Elle a décrit la dette, le contrat, les années de labeur.
Elle a produit la lettre de décharge et Charlotte a souligné l'incohérence des chiffres qui prouvaient que Vasseur connaissait le montant réel de la dette initiale. Perrin a tenté de la déstabiliser, remettant en cause sa mémoire, suggérant une renégociation de dette, mais Dorothée est restée de roc. Les vérités ne bougent pas sous la pression, contrairement aux mensonges. Puis ce fut au tour de Claire. Elle avait une présence différente, plus intense. Elle fixait Perrin droit dans les yeux. Elle a raconté son arrivée chez Vasseur à 22 ans, les conditions de sa signature et surtout sa tentative de fuite ratée. Elle a décrit comment 2 hommes l'avaient rattrapée en pleine nuit pour la ramener de force dans une charrette. Elle parlait avec une froideur qui glaçait le sang. Quand Perrin a osé parler d'exécution légale d'un contrat valide, Claire l'a coupé. 2 hommes m'ont enlevé en pleine nuit pour me jeter dans une charrette. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre bureau, mais je peux vous dire ce que ça fait dans la chair. Le juge a pris des notes. Enfin, Charlotte a appelé Evelyne. Elle s'est avancée vers la barre avec cette économie de mouvement qui la caractérisait. Un silence lourd s'est installé dans la salle. J'avais remarqué que le silence d'Evelyne changeait l'atmosphère autour d'elle. Les gens cessaient de faire du bruit pour attendre, comme si sa présence exigeait le respect. Charlotte avait tout prévu. Evelyne écrivait ses réponses sur de grandes feuilles, et Charlotte les lisait à haute voix, une procédure validée par le juge en raison du traumatisme subi. Le témoignage a duré 1 heure. Charlotte l'a guidé méthodiquement à travers son histoire. Quand elles sont arrivées à la signature, Charlotte a demandé à Evelyne d'écrire son nom sur une feuille vierge, puis elle a placé le contrat de Vasseur juste à côté pour que le juge puisse comparer. La différence était flagrante pour n'importe qui. Charlotte a aussi produit 2 lettres qu'Evelyne avait écrites à son père avant sa mort, retrouvées chez une ancienne voisine. Ces signatures correspondaient parfaitement à celles d'aujourd'hui, et aucune ne ressemblait à celle du contrat. Perrin a hurlé à l'objection, mais le juge l'a ignoré. Ensuite, Charlotte a interrogé Evelyne sur la tentative de fuite de Claire. Evelyne a écrit, et Charlotte a lu « Je les ai vus la ramener. On m'a dit que c'était ce qui arrivait à ceux qui partaient avant la fin du contrat. On m'a dit que c'était déjà arrivé. » Charlotte a demandé « Qu'avez-vous compris à ce moment-là » Evelyne a griffonné quelques mots. « J'ai compris que je n'étais pas une employée. J'ai compris que je n'avais pas le droit de partir. J'ai compris que la dette sur le contrat ne serait jamais remboursée parce que le chiffre était inventé. Je suis resté 2 ans de plus parce que j'avais peur. Et puis un jour, j'ai cessé d'avoir peur et je suis parti. »« Pourquoi avez-vous cessé d'avoir peur » a demandé Charlotte. Evelyne a écrit « Parce qu'il a ramené une jeune fille de 17 ans avec la signature de son père sur un document qu'elle n'avait même pas lu. Et j'ai compris que la peur n'était qu'une façon de laisser le mal continuer. » Le contre-interrogatoire de Perrin fut pathétique. Il a essayé les mêmes tactiques qu'avec les autres, mais Evelyne répondait avec une précision qui était encore plus dévastatrice à l'écrit qu'à l'oral. Chaque réponse était définitive, sans ambiguïté. Quand Perrin a demandé si elle avait une preuve matérielle que la signature n'était pas la sienne, Evelyne a écrit une dernière phrase que Charlotte a lue d'une voix vibrante. « La signature sur le contrat a été faite par un homme qui a tenu ma main et l'a guidée de force pendant qu'on me disait de ne pas bouger. Cet homme s'appelle Étienne Collin. Il a témoigné ici hier. Il l'a déjà fait et il le fera encore, à moins que ce tribunal n'en décide autrement. » Étienne Collin, assis dans le public, a eu un tressaillement que tout le monde a remarqué. Le juge a pris une journée pour délibérer. Nous nous sommes réunis le lendemain après-midi. Le verdict fut sans appel. Le juge a annulé le contrat pour vice de forme et preuve de falsification. Il a jugé le témoignage d'Étienne Collin suspect et a transmis le dossier au procureur pour une enquête criminelle plus vaste sur les activités de Vasseur. Il a ordonné la saisie de tous les registres de Vasseur sous 60 jours. Vasseur n'a pas été arrêté sur le champ, la justice est lente, mais il était ruiné socialement et juridiquement. Il a quitté la salle sans regarder personne, je l'ai regardé partir. Je ne ressentais pas de triomphe, juste un poids immense qui s'envolait. Ce n'était que le début de la fin pour lui, mais c'était un vrai début. J'ai regardé Evelyne. Elle fixait l'endroit où Vasseur se tenait, puis elle a regardé le contrat annulé sur la table, et enfin elle m'a regardé. Son expression était celle de quelqu'un qui vient de poser un fardeau de plusieurs années, et qui essaie de réapprendre à se tenir droit sans lui. Elle a écrit une seule ligne. C'est fini. C'est fini, ai-je confirmé. Le retour au domaine a duré 3 jours. Le deuxième soir, nous avons campé à nouveau près du ruisseau au Saule. Rémi s'occupait du feu, puis s'est retiré avec son livre pour nous laisser de l'espace. Nous étions assis près des flammes, et le silence était léger, apaisé. Evelyne regardait le feu avec une ouverture que je ne lui avais jamais vue. Elle a pris son papier et a écrit « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je me suis assis avec cette question. C'était celle que j'évitais depuis le tribunal parce qu'elle m'obligeait à être honnête avec moi-même. « Vous êtes libre, ai-je dit. Vous pouvez aller n'importe où. Recommencer n'importe où. » Elle a écrit « Est-ce que vous voulez ?» J'ai compris qu'elle ne me demandait pas mon avis sur son avenir,
mais qu'elle me demandait ce que j'éprouvais. Non, ai-je dit, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que vous restiez parce que vous le choisissez. Pas parce que vous n'avez nulle part où aller, car vous avez le choix maintenant. Je veux que vous choisissiez ce domaine. Je me suis arrêté, puis j'ai ajouté, parce que vous me choisissez, moi. Elle a écrit pendant un long moment, et sa main tremblait légèrement. J'ai choisi cela le soir où vous m'avez dit que je ne vous devais rien. Je ne savais pas encore ce que je choisissais à l'époque. Je le sais maintenant. Oui. J'ai lu le message 2 fois. Je ne suis pas quelqu'un de facile, ai-je prévenu. Elle a haussé les sourcils avec une expression qui signifiait que ce n'était pas une nouvelle. Je vais faire des erreurs, ai-je continué. J'ai passé 4 ans à me fermer au monde. J'apprends encore à être différent. Elle a écrit « Vous êtes différent depuis novembre. Vous ne vous l'étiez juste pas encore avoué. » J'ai pris sa main dans la mienne et nous sommes restés là, sous les étoiles d'août. Je tenais la main de la femme qui était arrivée de nulle part dans le froid et qui était devenue le centre de ma vie. L'automne est arrivé sur le domaine, transformant la lumière en or avant d'apporter les premières gelées. Evelyne se tenait près de la clôture du jardin le matin de la première gelée blanche, regardant les plantes flétries par le froid. Elle avait déjà récolté des graines depuis 3 semaines, les rangeant soigneusement dans des enveloppes étiquetées. Rien de ce qui était vrai n'était perdu, même avec le gel. Le domaine était différent maintenant. Claire était venue nous voir en septembre, et sa visite avait duré 10 jours sans que personne ne s'en plaigne. L'enquête sur Vasseur suivait son cours. J'ai regardé Evelyne et je lui ai parlé du chalet de montagne. J'y pensais l'autre jour, ai-je dit. Il y a une crête à 2 heures d'ici qui domine toute la vallée. Hélène voulait s'y asseoir le matin. J'aimerais vous y emmener l'été prochain, si vous voulez bien. Elle a hoché la tête, comprenant que ce n'était pas une façon d'oublier le passé, mais une façon de lui donner sa juste place. Elle a sorti une petite enveloppe de sa poche et me l'a tendue. C'étaient des graines de plantain, celles qu'elle avait cherchées sous la neige en janvier. Elle me disait, sans un mot, qu'on peut planter des choses même en plein hiver et que ce qui a vécu peut renaître si l'on en garde précieusement les graines. J'ai mis l'enveloppe dans ma poche. Le soleil commençait à faire fondre le givre. Rien n'était simple, rien n'était terminé, mais tout était enfin à sa place. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui avait oublié comment vouloir, et d'une femme qui avait appris à être invisible et qui découvrait qu'elle n'avait plus besoin de l'être. C'est l'histoire de 2 solitudes qui, par la force des choses et du temps, ont appris à ne plus l'être. Nathaniel avait été un homme honnête toute sa vie dans ses affaires, mais il avait fallu une femme silencieuse pour lui apprendre l'honnêteté du cœur. Evelyne avait trouvé un endroit assez solide pour s'y ancrer, un endroit où sa présence comptait. Les choses qui valent la peine d'être vécues ne sont pas celles que l'on possède, mais celles que l'on fait grandir. L'enveloppe de graines dans ma poche était une petite chose, comme le jardin derrière nous, mais c'était suffisant. C'était, en fin de compte, tout ce qui importait.